On va parler vélo, on va parler cyclisme. Hein. Bienvenue dans le 398e épisode du Coup Tordu. Alors je vais quand même resituer un tout petit peu parce que c'est le 398e épisode du Coup Tordu, mais il y a encore des gens qui nous découvrent. Et bien évidemment, le Coup Tordu, c'est le début de la 4e saison, mais on n'est qu'au début de l'aventure. Il y a des gens qui voient passer des publications sur les réseaux sociaux et qui nous rejoignent. Donc sachez que le Coup Tordu est un podcast de vélo, un podcast de cyclisme. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews et il y a des previews. Le Coup Tordu est diffusé sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez retrouver à droite à gauche. C'est disponible également sur la chaîne YouTube, sur le YouTube du Coup Tordu. On va se retrouver pour un 398e épisode du Coup Tordu consacré au parcours du Giro 2026 parce que le Coup Tordu, c'est des interviews, c'est des previews, mais dans le Coup Tordu, la spécificité, c'est qu'on aime se projeter vers l'avant. On aime un petit peu décrypter, essayer d'analyser ce qui va se passer. Donc on enregistre cet épisode le 3 décembre 2025 et donc on va faire un épisode consacré donc au parcours du Giro 2026 dont on a appris le contour, voilà les grandes lignes, même le parcours intégral il y a quelques heures. Et pour ce Coup Tordu, je suis hyper content. Monsieur Enzo alias Phoenix est dans la place. Comment tu vas, Enzo? Fatigué, mais ça va. Là, je sors de mon trou pour la soirée. Le cliché de venir juste pour le Giro, hein, les vannes s'écrivent toutes seules. Alors c'est pas je suis très content d'être là, mais c'est vrai que là, dernièrement pas mal pris et du coup pas dispo malheureusement aux horaires pour le podcast, et ça me fait un peu chier d'avoir fait toutes les interviews, mais vous avez très bien géré à vous deux. Et je crois que nos invités étaient très contents derrière aussi, donc super taf. Bravo à vous. Non mais tous ensemble, même quand t'es pas là, t'es là. Enzo, donc voilà, on reprécise, hein, Enzo, voilà, papa d'un petit garçon, voilà, qui a quoi, 2-3 mois maintenant. Ouais, il en a 5, mais c'est compliqué. 5, d'accord, ok. Voilà, la première. Voilà, donc il y en a 2 à gérer, donc voilà, on sait que la première année, très souvent, les nuits sont courtes. On va faire un big up à Thibaut. Alors Thibaut qui aurait dû être dans le podcast ce soir, mais voilà, qui a été DNS de dernière minute. Voilà, il est fatigué, il est complètement éclaté. Donc la type que vous retrouverez très vite dans le podcast. On remercie Enzo, tu as bien fait de le préciser. On remercie Clémence Latimier d'Arkea BNB qui va être transférée dans la nouvelle équipe Ma Petite Entreprise dirigée par Vincent Lavenu pour l'année 2026. Première féminine qu'on a reçue dans le podcast. C'était dans l'épisode précédent. Il y a juste un truc sur lequel j'ai pas été très précis. C'est sur le projet Ma Petite Entreprise. Donc vous savez, Ma Petite Entreprise, vous savez comment ça fonctionne. C'est plein de petites entreprises qui viennent se greffer au projet. Hein. Vous êtes entrepreneur, vous connaissez un entrepreneur qui est intéressé pour s'intégrer au projet, vous pouvez rentrer à partir de 750 €, puis ça monte comme ça, hein, il y a différents paliers et ça va jusqu'à 100 000 €, mais désormais en tant que fan, vous pouvez aussi intégrer le projet. Donc c'est sur le site Ma Petite Entreprise, le premier tarif est à partir de 120 € à l'année. Voilà, je le précise parce que j'avais pas été clair et je crois que c'était quand on avait reçu Michael Amand il y a quelques mois qui nous avait parlé du projet Ma Petite Entreprise. C'est un auditeur du Coup Tordu qui avait eu cette idée de mettre en place un pôle pour les fans. Donc je le redis, voilà, ça se passe sur le site Ma Petite Entreprise. Enzo, juste avant d'attaquer ce parcours du Giro 2026, et puis on va bien évidemment chercher à analyser quelles sont les équipes, qui va mettre quoi, comment ça va se passer, est-ce qu'on va doubler avec le Tour de France, est-ce qu'on va tripler avec la Vuelta, donc on va détailler tout ça. Enzo, juste avant, j'avais pas mal de petites choses à annoncer, faire un petit point sur ce qui va se passer dans le podcast. Vas-y. Allez, déjà petit point promo, on va déjà parler des copains. Samuel, le Ratagaz. Alors je dis pas ça parce que j'ai fait une apparition dans son podcast. Tu vois qui c'est ou pas, Enzo? Christian Kagestat. Ah non, je croyais que tu parlais du Ratagaz. Ah oui, non, mais oui, Samuel, oui. Non, Christian Kagestat, il est agent de coureur, il travaille notamment avec Carrera, et Samuel vient de faire un podcast avec Christian Kagestat, donc qui est disponible sur la chaîne YouTube Le Ratagaz. Voilà, c'est dispo sur YouTube. Donc allez saigner tout ça. C'est toujours hyper intéressant d'écouter un agent de coureur. Moi, j'ai quasiment terminé l'épisode. Hein, il l'a sorti il y a quelques heures avant nous. Donc voilà, donc vraiment allez mater ça sur la chaîne YouTube du Ratagaz. Les deux copains, Enzo, t'as vu LTDG qui sort un film? Non, ça j'ai pas vu.
Eh ben c'est pareil, c'est sorti juste avant le podcast, hein, Greg et Anto, donc les deux jumeaux LTDG que vous connaissez, hein, voilà, on les avait déjà reçus deux fois dans le podcast, voilà, au tout début, hein, sur la saison 1 et la saison 2. Alors comme on dit, ils ont percé, ils ont explosé, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Ils ont fité avec Pogacar, ils ont fait Léon Marchand pendant les Jeux Olympiques, donc voilà, eux ils ont été au bout du jeu, et donc voilà, ils vont encore plus loin dans le jeu, donc voilà, courir pour deux, voilà, on sait qu'il y a un des deux frangins qui a eu un gros problème de santé à la jambe, donc ça, c'est un petit peu ce qui retrace un petit peu cette histoire où depuis tout petit, voilà, ils ont tout fait ensemble, et là, je pense que pour la première fois, il y en a un qui a pu courir, qui a pu faire plein de choses, et puis l'autre, pendant ce temps-là, il était à l'hosto. Donc voilà, le film est disponible le 10 décembre sur YouTube. Donc voilà, un vrai film, une vraie production, voilà, donc à mater, donc pareil, hein, sur leur chaîne LTDG. J'annonce un petit peu la suite des invités aussi, Enzo. Bah vas-y. Allez, parce qu'on a du neuf aussi à vous annoncer. Donc je rappelle qu'on vous prépare une énorme 400e du coup tordu. D'ailleurs, il y aura une 399e qui arrivera après la 400e. Donc voilà, la 400e, on va l'enregistrer lundi. On vous en dit pas plus. Voilà, ça sera un épisode vraiment très particulier, très spécial. Vous découvrirez tout la semaine prochaine. Donc dans le dernier épisode, on a eu Clémence Latimier. Dans l'épisode d'avant, il y a eu Alexis Guérin, on a eu du Leca de Rossi, on a eu du Yanis Voisard, Corentin Denoli également, le tennisman. Donc deux prévus d'ici à la reprise. Jordan Jegat, André Amisud. On a du mal à se caler sur les dates et les horaires, mais André Amisud, ça devrait être très rapidement. Pierre Barbier, voilà, Pierre Barbier, c'est imminent, ça devrait être dans les jours qui viennent. François, ex-trader en paris sportif, qu'on a déjà reçu dans le podcast l'année dernière. C'est même lui qui a le record d'écoute, hein, l'épisode le plus écouté de l'histoire du coup tordu. C'était avec François, qui a travaillé chez deux gros bookmakers français pendant une dizaine d'années. François va revenir dans le podcast. Et idée géniale de Thibaut, on va essayer de faire cet épisode en live sur la chaîne Twitch du coup tordu, pour lancer la chaîne Twitch du coup tordu. Comme ça, vous pourrez également interagir avec François. Vous pourrez lui poser des questions. Guillaume Soula également, de la fameuse équipe Eurocycling. Alors équipe complètement délirante. Guillaume Soula également est prévu dans le podcast. Le traditionnel Valentin Goss, le big boss de Side Limit. Et puis donc un nouveau nom à rajouter, Enzo. Je te laisse le donner. Moi hein, ouais, donne-le, ouais. Et si je te dis non, du coup on le donne pas et tant pis. Oh si, on va le donner quand même, on va le donner. Vas-y. Non, on pourrait faire un teasing, on vous le donne à la fin du podcast. Non, on est super content. Flo Pigeon d'Eurosport. Voilà, on avait déjà fait un magnifique épisode. On avait attaqué l'année 2024 avec Guillaume Di Grazia, à qui on pense très fort évidemment. Sa fille, bien sûr. On a attaqué l'année 2025 avec Louis-Pierre Frileux. Et moi je trouve que voilà, pour compléter la trilogie, c'est magnifique. On aura Flo Pigeon au début de l'année 2026, juste avant la reprise des courses. On fera un petit point sur tout ce qui se passe. On parlera vélo. Je pense qu'il aura aussi des choses à nous annoncer pour ce qui va se passer sur Eurosport pour cette année 2026. Donc voilà, quand on reçoit quelqu'un d'Eurosport là comme ça, c'est que ça sent bon, ça sent la reprise. Voilà, beau programme tout ça, Enzo. Écoute, je vais essayer de sortir de mon trou le plus souvent possible. Bon, écoute, on compte sur toi. Enzo. On se fait une petite actualité vélo ? Vas-y. Alors de quoi on parle ? Parce que là, niveau actualité, le parcours. Ensuite, il y a eu quelques transferts qui se sont faits. J'ai pas suivi les tout derniers transferts. J'ai pas vu s'il y avait eu des trucs intéressants. Si Girmay, après c'était annoncé qui rejoint NSN Cycling Team du coup. La nouvelle équipe donc, qui remplace Israël, pour ceux qui n'ont pas suivi. Qui le remplace dans le nom. Qu'il le remplace aussi, il me semble que, comment il s'appelait, Adam, c'est plus dans l'histoire. Il y a encore un peu, il me semble d'avoir lu qu'ils étaient un petit peu en dessous quand même. Mais bon, on verra. Il y a Iniesta qui arrive quand même dans l'histoire. Ouais. Iniesta. Tu nous aurais dit il y a 3 semaines, on va faire un podcast, on va parler d'Iniesta dans le vélo, quoi. Non mais c'est dingue. Et le siège est en Espagne et c'est des fonds suisses, c'est ça ? C'est suisse, hein, je crois que l'équipe est suisse. D'accord. Donc elle est enregistrée en Suisse. Bref. Et sinon, j'ai vu que Vini Fantini a annoncé des coureurs. Du coup, ça sent bon pour elle. Ça doit vouloir dire que les garanties bancaires sont là pour repartir pour une saison. Donc c'est pas mal. C'est plutôt cool. Et ça fera donc 4 équipes italiennes en Pro Team l'année prochaine, parce qu'il y a la MBH Feu Colpa qui va elle aussi monter.
et qui a recruté pas mal de coureurs sympas. Zoccarato, ouais. Zoccarato, il y a Masnada, il y a le frère Persico aussi, qui vient, alors, c'est à la bingo, le Persico qui était à la bingo. Ouais. À la Philippe Wagner-Bazin. Ouais. Oui, c'est ça. Non, c'était bingo. Oh, je sais plus. Ouais, c'était Wagner bingo. Enfin, Philippe Wagner Wallonie-Bruxelles. Voilà, qui était équipier de Pierre Barbier qu'on aura dans le prochain podcast ou celui d'après. Yes. Et tout en conservant quelques-uns de leurs bons coureurs, ils perdent quand même Novak. Pavel Novak. Ouais. D'accord. Ouais, Pavel Novak qui part à Movistar. Il me semble. Attends, je vérifie. Je crois que c'est Movistar. Pavel Novak qui a signé à la Movistar pour 3 saisons, c'est ça. D'accord. Qui était leur meilleur coureur, mais il avait fait top 3 du Baby Giro cette année et top 5 ou 6 du Tour de Hongrie un peu avant. Donc bon coureur plutôt complet, bon grimpeur. C'est dommage qu'il parte. Il avait dit déjà l'année dernière qu'il voulait rester quand l'équipe allait monter en pro team. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, elle devait déjà monter. Mais au dernier moment, la banque hongroise n'avait pas mis les fonds, donc elle était restée en Conti. Lui avait signé un contrat de stagiaire chez Jayco, puis au final il était revenu à la MBH. Et là il a dit qu'il voulait rester, mais l'équipe va vraiment monter, mais du coup il s'en va. Enfin bref, le garçon a pas l'air très stable. Et d'ailleurs c'est son anniversaire, alors joyeux anniversaire Pavel. Ah bah bon anniversaire Pavel. Voilà, mais non, mais MBH c'est vraiment une équipe que j'ai hâte de voir plus souvent du coup. Maintenant qu'ils seront en pro team, il y a des petits grimpeurs vachement sympas dans l'équipe. Alors moi il y en a un qui me plaît bien, qui avait fini 3e d'une semi-classique italienne qui avait été remportée par Del Toro, un Britannique mais qui arrive dans une équipe italienne. Ben Granger, ouais. Ouais. Il était en continu. Ouais. Il était pas à la work service. Il était vraiment dans une équipe HHU. Ah, il a MG Cavis, d'accord, ok. À la Vini, non? Ouais, Vini Fantini, c'est ça. Ouais. Lui, vous le verrez à l'avant parce que la performance qu'il avait faite sur cette course, c'était c'était pas le trophée Marco Pantani, c'était la Sabatini. Ouais, ce qu'il a fait ce jour-là sur la Sabatini, on fait pas cette perf-là par hasard. Hein. C'est-à-dire que il est dans l'échappée matinale, il y a un gros groupe qui est à l'avant, c'est le dernier survivant de l'échappée matinale. Il arrive à tenir. Il y avait Ben Tom également qui était dans l'histoire, Benjamin Thomas et Marc Hirschi. Alors à la fois Benjamin Thomas, lui il roulait pour les points UCI. Granger là, lui il roulait pour aller chercher son podium parce qu'il savait que potentiellement ça allait changer sa carrière. Donc finalement Del Toro a pas eu grand chose à faire. Enfin entre guillemets, hein, évidemment, faut pédaler, mais pour lui ça lui rendait quand même les choses extrêmement faciles. Mais vraiment ce qu'il a fait ce jour-là et ce podium qu'il a été chercher face à une très très grosse adversité, c'est pas c'est des choses qu'on sort pas par magie. Donc ça veut dire que ce garçon a quelque chose. Donc voilà, donc pressé de le voir. Ce jour-là, je crois qu'il doit mettre 80 ou 90% des points de la saison pour son équipe, hein, juste sur son résultat. Ouais, peut-être même des primes aussi. Peut-être potentiellement. Enzo, justement, puisque t'es sur tout ça, hein, c'était un des thèmes qu'on allait aborder ce soir sur cette preview du Giro d'Italia 2026. Et donc, on va commencer par là, vu qu'on est dans le sujet. La question que je te pose est très simple. Qui va participer? Alors, depuis plusieurs mois, il y a quand même la petite rengaine Vingegaard. J'ai quand même l'impression que cette année, c'est la bonne. Je te parlais des équipes. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, Enzo. Genre quoi. Alors déjà au niveau du top 30, Vini Fantini pourra pas. D'accord. Non, parce qu'ils ont fait 31e. Ouais, mais avec la fusion... oui, alors je pensais, et en fait non. Ah bon? D'accord. Non, c'est un peu dégueulasse, je trouve, parce que disparition d'Arkea, plus fusion, normalement tout le monde remonte d'un cran. Grave. Surtout que, quoi qu'il arrive, le World Tour restera à 18 équipes, même il y en a une qui fold, mais du coup, pour les gens de derrière, ça compte pas. Donc malheureusement, c'est un peu dégueulasse, je trouve, mais pas très étonné de l'UCI sur ce point-là, qui de toute façon ne va jamais faire quelque chose pour les petits, parce qu'ils ont aucun intérêt à avoir des petites équipes, des trop petites équipes sur les grandes courses, peu importe ce qu'ils en disent. Donc donc en fait la question va être vite réglée, hein. T'auras Paul Tibardiani et en troisième invité, non mais en plus même pas, je dis une connerie parce que c'est 3 invitations obligatoires plus 2 à la discrétion de l'organisateur, je pense, à partir de 2025. Non, oui, c'est ça, ouais. On a les 18 World Tour, hein, bien évidemment, ça bouge pas. 3 Pro Team,
qui sont Tudor, Tudor, Uno X. On va voir Uno X pour la première fois sur le Giro et Cofidis. Putain, j'ai plus le classement. Ah bah si, c'est Cofidis qui. Ah bah oui, c'est eux qui font 3. C'est eux qui font. Putain, tu. Enzo, je crois que c'est 35, non? Enzo, tu me mets le. Ah, je vérifie, mais pour moi. Non, mais je suis con. Uno X monte en World Tour. Oui, avec la fusion, Uno X se retrouve 18e et Uno X monte en World Tour. Donc on va voir Uno X pour la première fois sur le Giro, mais pas par rapport au ticket Pro Team, mais bien parce qu'ils se sont qualifiés comme équipe World Tour. Donc ça c'est bon. Donc et du coup, Cofidis avec les histoires de fusion et autres, je crois qu'au final, ils vont faire partie du lot des 3 invités avec Tudor et Q36.5. Exactement. Je crois que c'est ça. Voilà, il n'y a pas de conneries. Donc il reste 2 tickets. Polti et Bardianella cette année, honnêtement, il n'y a pas trop de questions à se poser pour le Giro. La vraie question à se poser à partir de l'année prochaine. Ah bah il peut y en avoir une, Enzo, quand même. C'est dans les 3 équipes Pro Team, s'il y en a une qui fold de sa participation, et parfois c'est ce qui arrive. On l'a déjà vu par le passé. Alors après Tudor, on a eu Yanis Ouazard. Bon, je pense que c'est à la Tudor, il y a pas de problème. Non, l'effectif est assez complet. Ils peuvent se le permettre. Cofidis habitué du World Tour, je pense qu'il n'y aura pas de souci non plus. Je sais pas. En fait. Ah, franchement, à moins de changer de philosophie. Bah, et Cofidis, c'est déjà, ça a déjà changé de manager. Cofidis, est-ce que t'as vraiment l'effectif pour aller, sachant que pour eux, entre le Giro et la Vuelta, ils iront. S'il y a un choix à faire, ils prendront toujours la Vuelta parce qu'il y a des bises pour la Cofidis en Espagne qui sont hyper intéressants. Est-ce qu'ils ont vraiment un effectif pour aller taper sur les 3 grands tours? Je sais pas. Après, regarde, sur le pôle, Danielkowski, Aramburu, t'as du Cocard, qu'est-ce que t'as d'autre? Fretin. En vrai, ça va, hein. Oui, non, mais évidemment, après ils peuvent aligner, ils peuvent toujours aligner une équipe, hein, mais ça. Après, ça dépend. Il faut qu'ils soient malins dans ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et surtout, j'ai pas regardé le programme autour du Giro, parce que s'il y a plusieurs courses d'un jour avec des petits résultats potentiels à la clé, automatiquement ils prendront pas le Giro, tu vois. J'ai pas le calendrier en tête. Surtout qu'il y a pas mal de nouvelles courses cette année, mais je sais pas à quel point ça chamboule le calendrier ou non. Mais dans l'idée, je sais pas. Bah, moi, je trouve qu'ils ont quand même un effectif qui est plus taillé. On a vu notamment la Lotto, quand la Lotto jouait la montée en World Tour. En fait, leur calcul était simple, c'est qu'il y avait beaucoup plus de points UCI à aller prendre sur ces petites courses dont tu parles, Enzo, plutôt que d'envoyer une équipe C sur le Giro. Donc, ils vont envoyer leur meilleure équipe possible sur le Tour de France. Ils vont pas vouloir être ridicules sur la Vuelta parce que, encore une fois, pour eux, c'est important. Ludovic Rebet, d'ailleurs, on l'embrasse, mais le pauvre qui a fait un AVC. Alors on espère qu'il sera remis, hein. Il commence à rerouler, d'ailleurs, aller lui laisser des messages d'encouragement à l'ami Ludovic Rebet, mais après il y a pas des néo-pros, mais des mecs qui arrivent à ce niveau-là pour la première fois. Je pense à un gars comme Yael Johaland. Alors c'est vrai qu'on a un effectif à 30 coureurs. C'est à mon avis c'est peut-être, hein, je pense qu'ils vont y être, mais je pense qu'ils vont se poser la question. Oui, c'est possible. Après, c'est une question de calendrier. S'ils s'aperçoivent, s'ils utilisent la technique Astana à demander à l'IA d'optimiser leur calendrier et qu'on va leur dire, écoute, vu ton effectif, je pense que tu as plus de points à faire en allant taper à droite à gauche sur le mois de mai plutôt que de te concentrer sur le Giro, ou avec ton équipe, t'es pas sûr de scorer parce que, imaginons, il y a quand même pas mal de sprints sur le Giro. Est-ce que Aniolkowski, Fretin, Cocard peuvent en remporter un? Je suis pas sûr. Aramburu, ça dépend de la version d'Aramburu, hein. Si c'est la version Itzulia 2025, oui, peut gagner des étapes. Bourman, il est complètement cramé. Alors Bourman, je mets quand même un bémol, Enzo. Bourman, visiblement, il a trop maigri, en fait. Il a eu des problèmes un peu, il a mal. C'est vrai que j'ai rarement vu un mec aussi maigre. Donc peut-être qu'ils peuvent un peu. Alors je dis pas retrouver le Bourman de 2019 qui fait 4e du Tour, hein, mais je pense qu'on peut peut-être avoir un meilleur Bourman en 2026. Ouais, ok, mais Bourman, j'ai pas souvenir de quand est-ce qu'était sa dernière bonne saison, honnêtement. 2019. Je veux pas être méchant, hein, mais c'est vrai que ouais, à la Bora c'était déjà moins bien et oui, Cofidis a pas réussi à le relancer. Ouais. Top 10 sur le Giro 2022, je crois que c'est la dernière fois où il a fait un gros truc.
Et encore après le reste de sa saison, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est genre un petit one shot par saison, histoire de s'assurer un contrat probablement. Et derrière. De toute façon, ça va être un défi pour Raphaël Jeune, c'est-à-dire que la Cofidis, c'est pas une équipe qui relance les coureurs. Et ça, dans le bilan. C'est pas la Quick Step. Non. Il y a rarement un mec qui arrive un peu la tête à l'envers à la Cofidis et qui, au pire, tu repars comme t'étais avant. Mais un mec qui ressort meilleur de la Cofidis que ce qu'il était avant qu'il arrive. Donc là, c'est vraiment bon. Alors Raphaël Jeune, c'est pas un magicien. En 3 mois, il va pas balayer tout le taf de l'autre comme ça du jour au lendemain. Mais voilà. Alors après là, vu que tu discutais, Enzo, quand même, on va parler du parcours du Giro. Alors, peut-être pas pour gagner des étapes, mais je trouve quand même qu'il y a quelques spots qui sont intéressants pour Bryan Coquard. Parce qu'il y a beaucoup de sprints, on va en parler, mais il y a quand même beaucoup de sprints fatigués sur ce parcours. Mais après, c'est la tendance un peu générale sur ces dernières années. Globalement, c'est chier un petit peu sur les sprinters. Du coup, ce qui va à terme probablement forcer la disparition du pur sprinter. Enfin, je veux dire, on a acquis encore en tant que pur sprinter des mecs comme Groenewegen, même Merlier qui passe pas forcément un pont et a quand même un côté un peu classic man, tu vois, donc c'est pas un pur. Mais les gars, à la Groenewegen, c'est fini. Ces mecs-là ne pourront plus. Alors si, gagner des courses, bien sûr que si. Il y a forcément des courses toutes plates, même sur un grand tour, il y aura toujours au moins une course toute plate. Mais ramener un maillot distinctif sur un grand tour, ça va devenir beaucoup trop compliqué pour des mecs qui ont juste une carte dans leur manche. À l'époque des Petacchi, Cipollini, tous ces mecs-là, c'est révolu. Alors. Est-ce que c'est bien après, ils s'adaptent aussi au public qu'ils ont, tu vois. Ils savent que les gens veulent pas passer 5 heures à regarder une étape de plaine. Ce qui a beaucoup changé aussi, c'est le fait que maintenant les étapes sont retransmises en intégralité. Du coup, les gens voient tout et donc se font chier longtemps. Bref, on se font chier. Je veux dire, on va pas se mentir, même en tant que grand fan de vélo, quand tu regardes 5 heures d'une étape de plaine, à un moment, soit tu fais une petite sieste, la petite sieste technique, tu vois, d'une 40aine de kilomètres, histoire de. Mais du coup, oui, cette retransmission en direct et intégrale force aussi à des changements de parcours pour essayer de maintenir un minimum le téléspectateur devant la télé. Alors après, je pense. Ouais, il peut y avoir des des petits sprints. Le jour où ils mettront des points UCI sur les sprints intermédiaires, là, crois-moi que ça va se batailler beaucoup plus. Ça va être n'importe quoi. Oui, mais bon, là, ça va batailler. On sait que les conditions météo, ça peut un peu bouger les choses. Et puis, de temps en temps, comme on a vu cette année sur l'étape 10 du Tour de France, Van Der Poel, on croit qu'il sort pour aller chercher une musette et puis, en fait, il est repris à 800 mètres de la ligne. Donc, parfois, on peut quand même avoir des scénarios assez surprenants. Ça sera un sujet, Enzo, du podcast avec Pierre Barbier, justement toute cette génération de purs sprinters. Il y a 2 sujets dans ce que tu dis, cette génération de purs sprinters qui petit à petit, on en voit certains qui sont en train de migrer vers l'Asie et le continent, on commence à retrouver de plus en plus de parcours, on va dire très plats, taillé pour les types de sprinters dont tu parles, c'est l'Asie. On n'en a pas parlé, mais l'Ouzbékistan investit dans la Bardiani. On voit que l'argent est en train de petit à petit arriver d'Asie dans le vélo. Luca De Rossi qui nous avait dit que lui il serait pas surpris que sur un horizon 5-10 ans, on ait une équipe asiatique dans le World Tour et 2 ou 3 pro teams. C'était un petit peu ses projections. Donc ça peut être un sujet. Et le deuxième sujet, on l'évoquera aussi avec Pierrot, c'est Enzo, tu remarqueras, mais dans toutes les carrières des sprinteurs, il y a toujours un moment donné, quand ils sont à leur prime, ils ont leur pointe de vitesse et ils arrivent à passer les bosses comme jamais ils passent les bosses. Regarde Nasser, Vuelta 2016, sur un 2e catégorie, il va chercher une 6e place. Démarre Giro 2020, il y avait une étape là, arrivée faux plat montant, 4 bornes machin, Sagan était gros favori, il tue tout le monde avec 3 vélos d'avance. Et il y a un espèce de réglage, et tu peux le prendre sur Bennett dans ses années prime, il passait ultra bien les bosses. Il y a une Vuelta où il volait sur les talus. Et tu remarqueras, tous les sprinteurs, quasiment tous, de ces 10 dernières années presque, il y a toujours un moment donné dans leur carrière, ça dure 6 mois, 1 an et demi, où ils ont le réglage parfait entre la pointe de vitesse et on va dire passer les talus jusqu'à peut-être même des fois des 3e catégories. C'est un peu l'inverse d'un grimpeur, si tu veux, où un grimpeur, t'as un peu l'impression que on peut réussir à pousser tous les curseurs en même temps. C'est-à-dire, tu pars d'efforts en acide lactique,
de moins de 5 minutes, un type mur de 8, c'est pas incompatible de progresser sur ces efforts-là et en même temps réussir à progresser sur des ascensions de plus d'1 heure. Ouais, c'est sûr. Après, regarde là, dernièrement, on a 2 très très jeunes qui sont en train qui ont explosé cette année, totalement hybrides, Brennan et Magnier. Complètement. Alors, en termes de sprinter, je mettrais quand même Brennan devant Magnier. Parce que il a gagné quasiment 10 courses d'affilée. Je minimise pas du tout. Gagner 11 courses d'affilée, c'est peu importe le fil d'en face, c'est très très dur. Mais je pense que si tu mets les deux sur un sprint plat, Brennan est peut-être plus à même de l'emporter. Je pense pas du tout. Moi, je pense complètement l'inverse. Je pense que Polo il le bouffe. Je suis pas sûr. Et, du coup, ils ont à peu près le même âge, quoi, un an près, non ? Ouais, c'est la même génération, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, après, je voulais surtout souligner leur polyvalence, d'être très explosif, d'être capable de passer des bosses. Alors Magnier, j'ai l'impression que c'est très courant alternatif au tir. Il est capable d'enquiller du dénivelé et d'être très puissant. Mais par contre, quand il a pas les jambes, c'est genre sur le Giro l'année dernière, je trouvais un petit peu décevant. Alors je m'attendais pas à ce qu'il gagne, mais certaines étapes où il y avait des petits talus qui pouvaient écrémer le peloton, lui il sautait très vite. L'Albanie il a lâché très très vite. Ouais, c'était un peu dommage. Bien plus vite que ce qu'on pensait. Un peu bizarre. Donc courant alternatif, mais quand il est en forme, hyper polyvalent. Chez les jeunes, il grimpait vraiment bien. Ouais. Il n'avait pas tapé Morgado sur une étape de montagne. Je sais plus sur quelle course chez les juniors. Il hésitait, il était vététiste au départ, il y a encore 2 ans, il se demandait, il se posait même la question d'être grimpeur, mais moi j'ai l'impression quand même que Magnier, le Giro lui a fait beaucoup de bien, il s'arrête au bout de 2 semaines d'ailleurs, ça a été très intelligent de l'arrêter là, et j'ai l'impression qu'en fait il a hyper bien compensé du Giro, et que derrière il a vraiment enchaîné une grosse deuxième partie de saison. La deuxième partie de saison était assez vénère, et là surtout la fin, je crois 10 sprints, 10 victoires là sur les dernières courses. C'est énorme. Ouais. Alors oui, effectivement, en face, t'avais pas Merlier, t'avais pas Milan, t'avais pas ci, t'avais pas ça. Mais gagner 10 courses, mon gars, il faut le faire. Je veux dire, encore, les mecs en face de toi, ils sont pas là pour te laisser gagner non plus. Non, c'est plus fort. Mais 20 ans, faut se battre pour sa place. Faut pouvoir toujours maintenir le même rendement au fil des jours. C'est hyper impressionnant. Et surtout que Merlier a expliqué en interview que à l'entraînement il avait de plus en plus de mal à le taper, et que voilà, c'était un peu à l'entraînement apparemment entre les deux c'est un peu 50-50 donc ouais, je pense que Merlier abuse, mais ok. Moi je crois pas, je vais te dire pourquoi, parce que ça remonte, tu vois, début d'année 2025, podcast de la RTBF avec Cameron Vandenbroek. D'ailleurs, je le redis. Ouais, voilà. Donc elle dit que le soir en rentrant à la maison, Tim Merlier n'arrêtait pas de parler de Paul Magnier. Et d'ailleurs, je le redis. J'ai écouté les derniers épisodes. C'est une nana qui pue le vélo, qui connaît le vélo, et le rôle qui lui est donné dans ce podcast de la RTBF avec les vieux. Comment on peut dire, c'est quoi le terme là, un peu patriarche là, tu vois Ouais, mais après ça reste dans leur tête, ça reste un sport d'homme, tu vois. Donc automatiquement les hommes ils sont cons. Non, mais je peux pas, tu vois, autant celui qui évolue. Honnêtement, je pense pas que ce soit la manière dont le podcast est fait. Ok, je suis d'accord avec toi, mais dans le fond, je pense pas que dans la mentalité des mecs qui sont sur le plateau, ce soit ça, tu vois ce que je veux dire? Alors le présentateur, non, d'ailleurs je crois qu'il s'était fait un peu déchirer sur ses commentaires des championnats du monde. J'ai un peu oublié son voilà, c'est pas grave, il était pas en train de conduire un avion ou d'opérer quelqu'un, à dire voilà, c'est pas, tu vois, il s'est fait un peu déchirer, donc pas lui, mais les deux là sur le plateau là, mais tu vois, je veux dire, mais je trouve qu'ils auraient tout à gagner à chaque fois. Ce qu'elle dit, elle vise juste, c'est précis, il y a des infos, il y a des analyses, et allez, tu vois, c'est vraiment je trouve presque honteux la manière dont il l'utilise dans ce podcast. Voilà, je le dis, patriarcal, ouais, c'est ça, ouais, le terme. Non, pas patriarcal, il y a un terme, j'ai oublié le terme, c'est pas grave. Mais voilà, à chaque fois j'écoute, je me dis, mais laissez-le parler, merde. Ça m'étonne pas. Et puis sur le sport en général, en vrai, voilà. Ah oui, Bullen. Bullen, c'est dur d'être une femme dans le monde du sport, que ce soit sur le terrain ou derrière un micro, c'est dur.
Bah moi je c'est trouve dur que parce tu vois. c'est pas aidé par. Non mais je veux dire, c'est pas forcément aidé par tes collègues. Alors, et encore une fois, je les connais pas ces gens-là. J'ai pas envie de dire que les mecs sont misogynes à fond et que ils considèrent que la nana, Moi je pense qu'ils s'en rendent pas compte. que Van Den Broek n'y connaît rien. Mais elle est hyper forte. Mais moi je trouve, tu vois, pour le coup, je trouve que Eurosport, on en avait parlé avec Guillaume Di Grazia, ça n'a pas été un sujet, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, Audrey Cordero, quand t'as les bonnes personnes, ils gèrent automatiquement, qu'ils sont capables de laisser la place aux gens compétents, peu importe leur sexe. En fait, ça se voit pas. Oui. Ça se voit pas. Le sexe ne se voit pas. Et ça devrait être comme ça partout, tout le temps. Ça devrait être comme ça partout, tout le temps. Oui. Mais peut-être que les gens qui sont à la tête de ce podcast, c'est quoi, si on connaît nos classiques, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais après, c'est bien. Le podcast est bien. C'est pas le sujet. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce qu'ils disent. Mais t'as les vieux briscards de la TV belge, en fait, qui sont manettes. Du coup, automatiquement, déjà d'une, je pense que laisser la place à des jeunes, même des mecs qui n'ont pas spécialement envie. Oui. Alors, à une femme, c'est encore moins. Ouais. En plus, il y a les jeunes. Et peu importe si ton nom de famille c'est Van Den Broek et que t'es marié à Tim Merlier, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, c'est sincèrement, je pense, la plus intéressante à écouter dans ce podcast. De ouf. Non, mais de ouf. Et au-delà du fait que ce soit la compagne de Merlier, je veux dire, ça donne des insights très intéressants, supplémentaires, mais même si t'enlèves ça, honnêtement, c'est le petit plus, tu vois, c'est la petite cerise sur le gâteau, mais c'est même pas ça le plus intéressant dans ce qu'elle raconte, c'est juste qu'elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle, je la trouve très objective dans ce qu'elle dit. Et non, c'est très, très intéressant. On est entièrement d'accord. Enzo. Enzo, on va passer sur ce parcours du Giro 2026. Donc voilà, on t'écoute nous faire une grande balade en Italie, c'est de la poésie. Tu pourras couper là ici, comme ça sera un podcast et après ça sera le deuxième là qui tourne. Non, mais non. Du coup, 1er décembre, on a eu la présentation du Giro, qui est vraiment un exploit. Si on se souvient que l'année dernière, ça avait été présenté en janvier, assez loin dans l'année. Du coup, bravo Veni. Il y a de l'amélioration. On est fiers de toi. Dernier Giro tracé par Veni, qui va prendre sa retraite. J'ai pas vu qui allait le remplacer. Mais par contre, un truc qui était intéressant, je sais pas si tu as regardé ou si tu as remarqué, c'est que c'est pas lui qui a présenté le parcours, c'était Nibali. Ouais. C'est Nibali qui était sur scène pour parler des différentes étapes. Alors il y avait aussi Simon Yates qui était là de temps en temps en tant que plus récent vainqueur, mais c'était surtout Nibali qui parlait des étapes. Donc est-ce que ça laisse présager d'un rôle plus important au sein d'RCS? Je sais pas, parce que je crois qu'il a une sorte de partenariat aussi avec l'agence de coureurs de Carrera. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre que pour sa dernière, Veni soit pas sur scène. On a vu Urbano Cairo, le président de RCS. Il y avait le premier ministre bulgare qui était là. Il y avait un petit peu tout le monde, mais Veni arrivait vraiment et montait sur scène vraiment à la fin. Donc est-ce que c'est la passation on laisse ou je sais pas, à voir. C'est possible que ce soit pas innocent. Je vais dans ton sens. Mais je me souviens plus de comment c'était l'année dernière. Ça se trouve c'était déjà le cas et qu'il était monté sur scène tout à la fin, mais ça m'a plutôt marqué, surtout en sachant que c'est sa dernière année en fait. Voilà, juste un petit truc à garder en tête. Bref, du coup, présentation du Giro 2026 qui se tiendra aux dates habituelles en mai. C'est 6 mai le premier? Le 8 mai, le jour férié. Voilà. Écoute, parfait. Belle étape de sprint pour le 8 mai. C'est super. 8 mai, 31 mai, du coup, des dates très classiques pour le Giro qui s'est toujours couru à cette date-là. Et départ de Bulgarie cette année. Donc la ville de départ sera Nessebar, pardon pour la prononciation, ami bulgare. Donc tout à l'est du pays. Et première étape pour les sprinteurs. Donc voilà, le premier maillot rose, ce sera pour un sprinter. À moins d'une catastrophe, on ne devrait pas avoir de surprise sur celle-là. Deuxième étape est déjà 220 bornes. Là, ça risque d'être un peu plus rigolo. Là, les fameuses étapes de sprint avec des petites vacheries dedans, on est en plein dedans. À quoi un peu moins de 10 km de l'arrivée, t'as 3,5 km à 7,5%. Donc les sprinteurs gagneront pas. C'est-à-dire que le mec qui est maillot rose le perdra sûrement. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa de voir si quelqu'un attaque, surtout que en fait dans les 8 km qui resteront, tu dois avoir 7 km de descente et puis après 1 km en faux plat montant pour aller sprinter. Donc tu vois, typiquement un Brennan ou un Magny ici, pourquoi pas. Ou Pedersen, mais Pedersen je pense qu'il fera
pense qu'il fera le tour. Mais ouais, un Magnier ou un Brennan, s'ils sont alignés sur cette course, là, je pense que cette étape-là, ça vise la victoire et ça vise le maillot rose pour la deuxième. Troisième étape. Alors, ça, c'est... Le Giro aime bien faire ces étapes de merde où c'est plat au début. Après, t'as une longue ascension plutôt roulante qui fait chier. Et après, c'est en faux plat descendant ou plat et ça finit au sprint. Donc, rien d'exceptionnel. Ouais, merde. Non, mais ce serait intéressant si l'ascension au milieu était intéressante. C'est de quoi faire péter quelques sprinters et que t'aies une petite chasse de 70 bornes entre les équipes de sprinters et les équipes de puncher, sprinter ou sprinter polyvalent. Mais là, c'est même pas le cas. Enfin, ça va rien se passer. C'est comme il se passe jamais rien. Ensuite, on prend l'avion et on arrive dans le sud de l'Italie. On arrive en Calabre pour commencer à remonter le pays. Et là, c'est simple. On a à peu près le même profil que la troisième étape. Sauf que le col sera un peu plus difficile et plus proche de l'arrivée. 15 bornes à 6%. S'il y a une équipe qui décide de visser, les sprinters, ils passent pas ça. Ils passent pas ça et surtout il restera 40 km derrière. Pas mal de descentes. Normalement, ça devrait pas pouvoir rentrer. Après, ça dépend. Hein. Il va falloir que tout le monde garde des équipiers aussi. Donc, s'il y a personne pour rouler, mais 15 bornes à 6%, les vrais sprinters, ça passera pas. Donc, on aura une sorte de sprint. Un truc à, pas moins 80 bonhommes peut-être, 70-80 bonhommes. Un peu dans le style qu'on avait eu en Albanie l'année dernière. Avec des gars qui iront taper un petit sprint à la Orlui Saoulard, tu vois. Là, typiquement, un mec qui peut faire podium ici, Orlui Saoulard. Ouais, Corbin Strong, ouais, je vois le profil, ouais. Ah, exactement. Cinquième étape. Là, celle-là, elle est plutôt cool. Première étape pour les baroudeurs. T'as un petit peu plus de 200 bornes. Départ en côte. Donc, pour faire un petit écrémage. Le milieu de l'étape, y a rien d'exceptionnel. Et puis sur la fin, là, dans le dernier tiers, ça recommence à grimpouiller un peu à droite à gauche. C'est un profil parfait pour tenter des petits coups de Trafalgar dans l'échappée, tu vois. Et Potenza, alors, je sais pas si tu te souviens, c'était en 2022, victoire de Bowman, avec Mollema deuxième et Formolo troisième. Moi, je me souviens bien de cette arrivée, parce que j'avais pronostiqué Bowman et Formolo ce jour-là. Du coup, j'étais plutôt content. Voilà. Et le final est le même. L'étape est pas exactement la même, mais le final est le même. Ça un bon petit tape-cul dans le final. Sixième étape à Naples, encore, pour la 1500e fois d'affilée. Ils aiment bien la Campanie, j'ai l'impression, au niveau du Giro et surtout la ville de Naples. L'étape est majoritairement plate, hein, mais tu vas avoir un petit tape-cul à 7 bornes de l'arrivée, 2 km à 6,2%. Je sais pas quoi en penser. Moi, j'ai un petit avis sur celle-ci. On a des passages en bord de mer. On passe à certains moments près de la côte amalfitaine. Enfin, on y est même. Attention, on a des routes assez étroites. C'est étroit, t'as la mer de l'autre côté. Pour un peu qu'il y ait un peu de vent ou de la pluie, pire encore de la pluie. Moi, cette étape-là, je l'ai cochée potentiellement, ça peut être ça peut être très 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 casse-gueule. Tout dépend de la météo, mais cette étape-là, ça peut être un chantier. Ouais, mais le problème, c'est que ils vont longer la côte sur les 50 premiers kilomètres de l'étape. Du coup, il va rien se passer. Si c'était dans le final, pourquoi pas, hein. Parce qu'après, en fait, ils vont passer autour du Vésuve, mais par le nord. Ils sont en plein dans le centre de la Campanie. Donc, si après, en revenant vers Naples, oui, mais on est plus dans la baie de Naples que vraiment sur la côte amalfitaine que tout le monde connaît, Salerne et tout ça. Ça, ce sera plutôt au début d'étape, donc je pense pas que ça aura une grosse influence. Je pense pas. Puis surtout, les équipes de sprinters vont contrôler. C'est relativement plein, hein, même si et puis surtout au début, ce sera pas sinueux. En fait, la route va vraiment pas être sinueuse du tout. Je pense qu'on est sur une étape de sprint, même malgré les 2 km à 6%. 2 km à 6%, t'as quand même beaucoup de sprinters aujourd'hui qui sont capables de passer ça. Genre par exemple un Jonathan Milan au top de sa forme, ça il le passe. Il le passe largement. Ensuite, 7e étape. Alors ça. Donc là du coup, on va traverser les Apennins pour aller chercher la région des Marches après. 246 km. C'est énorme. Donc étape marathon, arrivé au sommet du Blockhaus par le versant de Rocamorice, donc le versant le plus difficile. C'est celui qui avait été utilisé en 2022 avec la victoire de Hindley devant Bardet, exactement, ouais, la photo finish. Belle étape de merde, belle montée de merde. Du coup, on espère qu'il y aura un peu plus d'action cette fois-ci. Mais moi, ce qui me dérange le plus dans cette étape, c'est le fait que ça va être une course de côte de 246 km. Ça n'a absolument aucun sens. Ok, c'est plutôt vallonné dans la deuxième moitié, hein, mais il n'y a aucune vraie ascension, il n'y a rien de très fatigant. Juste, t'as 246 bornes, fallait traverser le pays de d'ouest en est, en fait.
Je comprends pas. Surtout que c'est pas comme si t'avais rien. Je veux dire, littéralement, à côté, mais ça, genre, ça fait presque partie de la montée, hein, du blockhouse. T'as le Passo Lanciano qu'ils avaient utilisé en 2022. Au moins, fais une étape marathon, mais fais l'effort de mettre 2 ascensions, tu vois. Juste pas une course de côte de 246 km. Enfin, c'est un peu à l'image de ce Giro. Les étapes sont vachement mal tracées. Autant l'année dernière, avec quelques petits ajustements ici ou là, on aurait eu pour moi un tracé vraiment très bon. Là, il y a tellement de choses à refaire. Je comprends pas. Les étapes qui sont courtes devraient être les étapes qui sont longues, et les étapes qui sont longues devraient être celles qui sont courtes. Genre celle-là, tu veux faire une course de côte sur le blockhouse, pas de problème. Mais 130 bornes, mais 140 bornes. Et les mecs, ils arrivent absolument frais au pied, et ils t'envoient du watt par kilo autant que tu veux. Là, ça va être juste un calvaire de plus de 6 heures pour finir au blockhouse. Enfin, je comprends pas. Bref, je suis pas emballé, mais ça va pas être la seule qui m'emballe pas. Parce que dès qu'on passe à la 8e, celle-là non plus m'emballe pas du tout. Ah bon? Bon, ils ont osé l'appeler ça l'étape des murs. Ah oui, non, ils déconnent. Tu vois des murs? Ah non. C'est littéralement l'étape des murs. D'accord, ok. C'est présenté comme ça. Ok, bon. Des murs à 6% de moyenne, c'est super. Hein. C'est l'étape des haies ou, tu vois, l'étape des dodanes. Non, je rigole, il faut quand même les monter, mais en fait, effectivement, 3 4e catégories, 3e catégorie, je le répète tout le temps, mais je vais le répéter encore. Tout ce que je dis est absolument relatif par rapport au fait que ce soit des professionnels. Évidemment que pour moi, ces choses-là sont des murs. C'est pas la question. Mais quand tu as un peloton professionnel, tu peux pas appeler ça l'étape des murs, surtout quand tu sais exactement ce que peuvent te fournir la région. Je veux dire, on a tous vu Tirreno. On sait tous que tu peux trouver très facilement des enchaînements de 800, 900, 1200 mètres à 11, 12, 13%. Et là, oui, c'est une étape des murs. Et ça, je suis désolé, c'est pas ça. Alors, c'est ballonné, quoi. Oui, t'as quelques côtes, t'as des trucs sympas, y a pas de problème. Mais, enfin, par rapport à ce qu'ils auraient pu faire dans la région, je suis déçu. Voilà, tu mets ça ailleurs, ok, c'est rigolo. Là, tu mets ça ici, non. En fait, non. Je trouve ça nul. Est-ce que l'arrivée est celle en 2023, je crois, ou 2022, où Pogacar avait battu Victor Lafay au sprint? Là, j'ai sur Tirreno. De tête, je l'ai pas, faut que je vérifie. Ça ressemble, le graphique ressemble, mais je suis vraiment pas sûr. Mais en tout cas, c'est le même style. Voilà. Écoute, je vais pas m'avancer parce que je l'ai plus en tête. J'ai pas envie de te dire de conneries. Mais sache que l'étape, c'est de la merde par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je tenais à dire. Ensuite, 9e étape. Bon, course de côte parce que, évidemment, on est sur la Vuelta. Non, mais ça, c'est un profit. C'est tellement pas de Giro. Ok. Mais bon. Et après, il faut tout, hein. Y a pas de problème. Mais si tu dis, blockhouse, certainement une course de côte. 2 jours plus tard, absolument sûr que ce sera une course de côte. Ça commence à être un peu redondant. Surtout que l'ascension de Corno à l'Escale, c'est assez long, mais c'est plutôt roulant dans sa première partie. Le seul point intéressant, c'est les 3 derniers kilomètres qui sont à plus de 10% de moyenne. Donc bon, voilà, on va rigoler sur la fin. Par contre, si tu veux rigoler pour de vrai, je te conseille d'aller sur YouTube et de regarder l'étape. Alors je sais plus c'était laquelle, mais en 2024, c'est Simoni qui la gagne. Et l'attaque de Cunego. T'as Cunego qui attaque, donc ils sont dans la même équipe, hein, tous les deux. En 2004. Non, 2004, ouais. Et Cunego attaque. Donc, face caméra, et d'un seul coup, il passe la caméra se tourne, et t'as littéralement, je pense, 15 motos devant lui. Ah ouais, du grand Giro début des années 2000. C'était quelque chose. Et du coup, Simoni qui contre derrière, et on se dit, tiens, c'est super, Cunego va l'emmener. Simoni qui dépose Cunego, qui part tout seul. Ouais, ça n'avait pas de sens. Ouais, voilà. Si t'as 5 minutes à perdre et t'as envie de rigoler, je conseille cette étape. Très bien. Juste pour revenir, Fermo, c'était effectivement, c'était bien sur Tirreno 2022, mais c'était pas l'étape où Lafay et Pogacar s'étaient joué la victoire. C'était une étape qui avait été remportée à l'époque par Warren Barguil en échappé devant Xandro Meurix et Simone Velasco. Voilà, on est sur la même arrivée. Mais il y avait eu des vrais murs ce jour-là, par contre. Pas tant que ça. Ça avait été un peu plus vallonné dans le final, mais pas. C'était un peu plus vallonné, mais pas non plus de ouf, quoi. J'ai un vague souvenir de route assez étroite et très très pentue dans le circuit. Parce que je crois que c'était un circuit dans le final. Je compare les graphiques, ça se ressemble un peu, mais je pense que c'est un peu. Je pense que c'était un petit peu plus chantier à l'époque, notamment dans l'approche du dernier talus. C'est-à-dire que dans l'approche du dernier talus, là, on voit il y a un 4e catégorie, on redescend un petit peu, ça fait un peu répéticho, et ensuite on va vers Fermo. Et dans l'approche de cet avant-dernier talus, on avait encore un autre talus, donc on avait un final qui était un peu plus musclé. De mémoire, je me rappelle que Barguil avait gagné sous la pluie, comme souvent.
Barguil, il gagne quand il pleut. Ah bah moi je me souviens d'une victoire pas sous la pluie. Ah d'accord, ok, bon alors c'est moi qui... Non, mais il y a automatiquement un de nous deux qui... Voilà, bon, c'est pas grave. En tout cas, il avait gagné, bravo. Victoire sous la pluie, sûr et certain, ça c'était le raid solitaire de Van Der Poel, je crois, 1 an ou 2 avant. Là, l'étape était incroyable, avec Pogacar qui fonce sur lui, mais qui arrive pas à rentrer. Ah ouais, la fringale, il avait 3 minutes d'avance à 10 bandes de l'arrivée, elle est mythique, celle-ci... Voilà, là, ça c'est une étape, tu vois. Ouais, ça c'est une vraie étape de mur, ça je suis d'accord. Ah, ça c'est une étape. Enfin bref, allez, continuons. Et on arrive à la 10e étape et le chrono. Et là, alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi tu me mets un chrono plat, peu technique, de 40 bornes, bah je suis content. Je me dis, voilà, ça c'est un chrono. Là on discute, là on parle. Ça c'est tout plat, genre pas beaucoup de virages, les mecs vont pouvoir envoyer des watts et au moins ça va servir aux vrais meilleurs rouleurs par rapport aux meilleurs grimpeurs. Même si aujourd'hui, bon, avec les mecs qui jouent le général sont en général de très bons rouleurs aussi, donc c'est pas comme avant, j'ai envie de dire. Mais là t'as pas un pet de boss qui traîne sur le parcours. T'es purement sur du travail de spécialiste. Ça va aller super vite sur 40 bornes. Alors à noter aussi, ce qui sera intéressant, c'est que c'est le lendemain de la première journée de repos, donc ça peut être aussi un critère à prendre en compte. Et est-ce que ce sera suffisant pour attirer Evenepoel, en sachant que le Giro est vraiment pas très compliqué cette année comparé à l'année dernière? Je sais pas. Je pense qu'il aurait préféré qu'il y en ait un deuxième, même d'une vingtaine de kilomètres. Mais attention quand même, 40 bornes de chrono, en un seul chrono, c'est beaucoup, surtout sur du plat comme ça. On estime à combien le temps qu'il peut prendre sur Vingegaard sur un truc comme ça? 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Je voulais dire. Ça dépend entre une 30 et 2 minutes. Ouais, c'est ça, complètement. Et vu comment la 3e semaine est, encore une fois, je vais utiliser des grosses guillemets, pas si difficile que ça par rapport à ce qu'on a pu connaître au Giro. Je sais pas si ce serait suffisant, mais pour moi on discute un peu quand même. On discute un peu. Mais bon, est-ce que Red Bull le paye 8 millions par an pour faire le Giro et pas le Tour? Je suis pas certain. On va en débattre. Bon, on discutera plus tard. 11e étape. Alors là, par contre, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très bien tracée. Allez, j'aurais peut-être mis quelques petites bosses un peu au début, histoire d'aider à la sélection. Mais du coup, ça veut dire que les baroudeurs grimpeurs auront peut-être besoin d'un petit peu d'aide pour sortir, ou si des grimpeurs veulent sortir, ils ont besoin d'aide de leurs équipiers pour sortir. Mais là, quand tu regardes les 70 derniers kilomètres, t'as quand même des belles petites côtes, des petits moments de replat qui peuvent permettre des petits coups de Trafalgar au sein de l'échappée pour anticiper la dernière ascension. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup comment elle est tracée, surtout sa dernière partie. Je pense qu'on peut avoir une étape très sympa. Encore une fois pour les baroudeurs. De toute façon, ils vont être, comme en général sur le Giro, un peu à la fête. Mais là, cette année, ils ont vraiment tracé des étapes pour eux. Et je trouve ça. 12e étape. Normalement, c'est un sprint. Même si on a 2 ascensions placées à 70 et 50 bornes de l'arrivée, à mon avis, on devrait avoir un sprint. Si c'est pas massif, il y aura quand même pas mal de monde. Mais on a décidé quand même de faire chier les sprinteurs en leur mettant 2 gros talus en plein milieu. Écoute, c'est la mode, c'est comme ça. Voilà. 13e étape, on arrive à Verbania. Verbania, c'est la ville de naissance de Mario Cipollini. Non, je sais pas, je dis ça au pif. Au pif complet. Pipo Ganna. Pipo Ganna, d'accord, ok. Du coup, on arrive chez lui, l'étape est toute plate, sauf dans le final, encore une fois, où tu vas avoir dans les 20 derniers kilomètres, t'as deux côtes, dans la dernière, t'as 5 km à 7% de moyenne, et le sommet est placé à 13 km de l'arrivée. Ah oui, non, là, jamais ça passe. Ce ne sera pas un sprint. Par contre, est-ce que Ganna, ça passe? Ah, du grand Pipo, sachant oui. qu'il est à la maison, ouais. Du grand Pipo, ça passe, et ça va pas lentement au sprint. Voilà. Donc, à voir. Mais désolé pour les sprinteurs, mais du coup, ça va donner une fin d'étape assez rigolote, je pense. Avec ce gros talus, c'est pas assez sélectif pour les leaders au général, bien sûr. À moins que, j'ai pas regardé la route, mais imaginons que ce soit un petit peu sinueux, une route un peu serrée, un souci de placement, un petit trou qui se crée, ça peut faire des dégâts à la con. Mais je m'avance pas parce que je suis pas allé voir encore vraiment en détail la route. Je veux pas te dire de bêtises. 14e étape. Et on va dire, à la première vraie étape de montagne. En tout cas, la première où on aura un vrai enchaînement de cols. C'est sympa. C'est bien. Je suis pas, je me tape pas le cul par terre. Voilà. On est dans le Val d'Aoste. Ils auraient pu tracer plein de trucs différents. Ils ont choisi ça. Ok. Départ en côte dans le col de Saint-Barthélemy.
C'est pas simple, hein. Mais en fait, le milieu de l'étape, c'est tellement peu compliqué et tellement peu propice aux attaques, et surtout en fait le col final est tellement long que rien se passer avant. Au pire, ça va être pour l'échapper encore qui sera parti tôt, et les leaders vont attendre le final pour rouler. Mais, ouais, écoute, je suis pas conquis. Ensuite, on a c'est quoi, la 15e c'est arrivé à Milan. Tu prends la première moitié de Milan-San Remo, tu l'as fait à l'envers, et t'as l'étape numéro 15. Alors c'est bizarre parce que ça ressemble à une dernière étape de Grand Tour presque. 130 bornes, on nous met ça un dimanche, alors généralement le week-end il y a de grosses audiences, et bon là... Alors, si tu veux mon avis, qui, après avoir lu beaucoup de choses à droite à gauche, en essayant de reconstituer un peu le puzzle, je pense que Milan était prévu à la base, mais pas pour une étape de sprint, en tout cas pas pour une étape en ligne. Je crois qu'elle était prévue pour un chrono. Et du coup, à mon avis, cette étape, elle a dû être rajoutée un peu en catastrophe. C'est mon avis. Parce que sinon, oui, je suis d'accord avec toi. L'intérêt de mettre une étape toute plate de 130 bornes... À la limite, le deuxième chrono, ils auraient dû le mettre là, quoi, en fait. Oui, mais... Un truc de 20 bornes... Je pense que l'idée de base était de faire un chrono à Milan. Le problème, c'est qu'il était peut-être trop rapproché du premier chrono. Je sais pas. C'est possible. Ouais. Étape 16. Alors là, j'ai des choses à dire. Et pas des choses agréables. Bon. Tu vois le tracé sous les yeux ou pas? Ouais, je l'ai, ouais. Eh ben, ça pue la merde. T'es en Suisse. T'es en Suisse. D'accord. On t'annonce l'Oberalp, on t'annonce le Saint-Gothard. Et tu te retrouves avec un circuit avec 3 pauvres côtes de merde qui se battent en duel au milieu du parcours. Et ça va terminer en course de côte pour une étape de 113 km. Si encore tu fais 113 km avec 3 ascensions qui s'enchaînent, je dis pas, 3 vrais cols, t'enchaînes, pas de problème. Là, ça pue la merde. Ça n'a pas de sens. Chiari, c'est une ascension où les mecs, juste, ils vont rouler comme des tarés, et tu vas avoir un écrémage par l'arrière. Je crois que c'est l'étape que gagne Yates avec, sur le Tour de Suisse 2024, avec Almeida qui fait un train d'enfer, et juste les mecs ils pètent tous au fur et à mesure. Voilà ce qu'on va avoir. On montait pas plus haut cette année-là. On peut, là, ils arrivent à 1664 mètres d'altitude. Il me semble que l'étape dont tu parles, Yates la prend effectivement, mais il me semble qu'on allait beaucoup plus haut encore. Alors, c'est possible. Ça me parle. C'est possible, mais du coup, c'est encore pire. Voilà. Du coup, c'est encore pire. Donc, non, mais le vrai problème, et je sais pas pourquoi VI persiste avec ça, c'est de vouloir aller en Suisse au mois de mai. Les autorités suisses ne veulent pas ouvrir l'école en mai. Ils veulent pas. C'est ça, ouais. Du coup, tu te retrouves avec cette bouse, alors que tu aurais pu faire autre chose de plus intéressant, mais non, il fallait absolument passer en Suisse, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est le même parcours que je viens de vérifier. 2024, c'est exactement, c'est la même arrivée. Yates, premier Yates, deuxième Almeida, troisième Bernal. C'est exactement ça. Et voilà, enfin bref, moi je comprends pas. C'est ridicule. Moi, je trouve cette étape ridicule. Avec tout ce que tu as dans le coin. Et après, si les autorités suisses veulent pas ouvrir, ils veulent pas ouvrir, mais je cherche autre chose. Nous, on pas ça, tu vois. À moins qu'ils se soient arrangés financièrement avec la ville d'arrivée à la base et qu'il ait vérifié après s'il pouvait tracer un parcours intéressant. Et on lui a dit, bah non, écoute, la prochaine fois, fais les choses en sens inverse, tu vois. Vérifie que tu peux avoir un parcours intéressant avant de demander de l'argent à une ville arrivée. Bref. L'étape 17. Là aussi, j'ai des choses à dire. Et ça va vraiment pas être agréable non plus. On est dans la région du Trentin. On arrive en tout cas dans la région du Trentin. Et il y a tellement de cols, il y a tellement de choses à faire. Surtout quand tu traces une merde pareille la veille, t'as tellement de matière pour te rattraper le lendemain. Là, on va voir à rien. Une arrivée à Andalo, c'est à peine un faux plat montant de 6 bornes. Ça sert à rien. Alors oui, si, encore une fois, les baroudeurs, mais c'est super. Les baroudeurs, ils vont s'éclater, là, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, en vrai, t'as tellement de possibilités, t'as le Montebon de données qui est à côté, tu peux aller chercher Andalo par le Passo Santel, plus en amont t'avais le Durone, t'avais le Daon, et t'avais tellement de choses, et il y a rien, et t'as quand même 200 bornes de rien, juste c'est ballonné. Moi, j'ai pas les mots. Je suis désolé, j'ai pas les mots. Tu le vends bien, ce Giro, Enzo, là. C'est... Ah non, mais si t'avais pas encore compris, je suis quand même très déçu, surtout de la 3e semaine. La 3e semaine, vraiment, c'est la grosse déception de ce Giro. Alors, moi, j'ai peur de ce que tu vas dire de l'étape 18. J'ai très, très peur. Non, mais l'étape 18, il en faut des comme ça. En vrai, c'est une des seules de la 3e semaine où je me dis, écoute, pour les baroudeurs, quoi. Non, mais le problème, c'est l'enchaînement 17-18, quoi. Et là, j'ai envie de dire, ouais. Non, mais la 18 en elle-même me dérange pas. Enfin, me dérange moins. Ce qui me dérange vraiment, c'est l'étape 16 quand je sais ce qu'il y a autour, et l'étape 17 quand je sais ce qu'il y a autour. L'étape 18, c'est le genre d'étape dont tu as besoin aussi, tu vois.
j'ai pas trop de problème avec ça. Et par contre, l'étape 19. Oh là là. Attention. Là, on est sur l'étape avec un grand E accent aigu. Le tracé est absolument parfait. Je pense sincèrement qu'il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à enlever et il n'y a rien à ajouter. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le Giro. Ça, c'est le Giro. Alors après, on a quand même on a 2 cols, on a combien 6 ascensions en tout, 150 bornes, on a 2 passages au-dessus des 2000 mètres d'altitude, on a la Cima Coppi de ce Giro, 2233 mètres d'altitude. Moi, je vois un bémol quand même, Enzo. J'en vois un. Oui, mais après, s'il fait pas beau, la seule vraie étape de ce Giro, voilà. Et ça, avec le Giro, on est habitué. Il y a 3 coups de vent, un peu de neige, et ça, rares sont les Giro où on n'est pas confronté sur ce type de problème. Donc, si jamais par malheur cette étape allait amputer, Après, on est le 29 mai, on est assez avancé. La montagne, c'est la montagne. Hein. Je préfère que ce soit le 29 mai que le 19 mai, tu vois. Oui. Mais par contre, si cette étape allait amputer, c'est simple, il n'y a aucune excellente étape sur le Giro. Et ça, je te le disais par message privé, pour moi, ce Giro, il est pas bien tracé. Mais cette étape à elle seule, elle peut le faire rentrer dans la légende. Si elle n'est pas rabotée, si on a une start list de mecs vaillants, cette étape, elle peut le faire rentrer dans la légende. Ça peut. Mais j'ai rarement vu un tracé avec aussi peu de choses à acheter. Il n'y a rien à acheter. Ouais, non, mais oui, il y a pas de vallée. En fait, c'est ça qui est génial. En fait, c'est que tu arrives avec 6 ascensions de haute montagne et de très haute montagne sans vallée derrière. Tu vois, souvent, ce qui est un peu chiant, c'est que tu te dis, allez, t'as 20 bornes, ou 30 bornes entre les deux talus. Mais là, tu montes, tu descends. C'est inhumain. C'est beau, mais c'est inhumain. Non, mais un mec qui a envie de retourner la course et qui se sent, et c'est peut-être aussi un petit peu leur idée, sachant que l'étape 17 et l'étape 18, les grands leaders vont pas vraiment taper dans leurs ressources. Peut-être qu'on peut avoir sur ces 2 jours-là, on va dire pas des inversions de forme, mais peut-être certains coureurs qui vont commencer à plafonner alors que d'autres vont terminer plus frais. Et un gars qui a envie de tenter, excusez-moi, amis auditeurs du podcast, mais qui a envie de tenter une Floyd Landis, Là, il a exactement le parcours. Il a pas de raison de pas attaquer et de pas tenter un all-in dès le premier col. Il peut pas se retrouver à un moment donné planté en carafe sur un bout de plat où il y a personne. C'est voilà. T'y vas. Genre les attaques. Moi, j'imagine tellement des attaques dès le Passo de Giaout. Avant, je pense pas. Parce qu'il va falloir faire rouler les équipiers. Faut que les équipiers servent à quelque chose, tu vois, quand même. Mais le Passo de Giaout, il est tellement placé à un endroit stratégique, il est tellement difficile que si ça doit péter, ça pètera là-dedans. Et après, il n'y a pas de réput. De toute façon, il n'y en aura pas avant, mais il n'y a plus de réput. Bref, si tu n'avais pas compris, j'adore cette étape. Vraiment, je vis pour le 29 mai. Est-ce que la descente vers le Piani di Pesé, est-ce que la descente est technique ? Pas regardé. Je vais t'avouer que j'ai pas regardé du tout. Donc, mais effectivement, on peut avoir une dramatique de télévision sur cette étape. Je parle dans le sens du terme, évidemment. Non, bien sûr. Et ouais, pour moi, cette étape, elle peut tellement le faire rentrer dans la légende. Parce qu'il faut dire à côté que le tracé est à chier. Et si on veut se persuader que ce tracé est à chier, il suffit de regarder la 20e étape. Piancavallo. Double ascension de Piancavallo. Et alors, honnêtement, c'est vraiment de la flemmardise. Faire une double ascension de Piancavallo, c'est de la flemmardise. Surtout pour une arrivée au sommet, tu vois. Je comprends pas. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans ce coin-là, le Piancavallo est assez isolé par le versant, par lequel il ouais. Il aurait fallu partir peut-être plus de Belluno, donc un peu plus à l'ouest, où là, tu aurais eu quelques ascensions que tu pouvais ajouter, tu as le Nevegal et le Passo Crocetta, mais de là où ils partent, en fait, c'est assez compliqué de trouver quelque chose d'intéressant avant. Tu peux en trouver, mais tu vas te taper 40-50 bandes de vallée entre chaque, donc au final, t'as pas grand-chose. Mais en vrai, quitte à avoir ça, tu sens la panique du truc. Putain, c'est la 20e étape, faut qu'on se fasse quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. On peut pas faire juste une course de côte sur le Piancavallo. On fait double Piancavallo. Voilà. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu la facilité. Quand on a eu le double Grappa il y a 2 ans, voilà, un double Piancavallo. Bon, écoute. Ouais, moi, je me dis, la 3e semaine, je suis quand même très très loin d'être emballé. Et c'est pour ça que je te dis que je pense que la 3e semaine, elle est très loin d'être insurmontable. À part la 19e étape qui est très difficile, mais en dehors de celle-là, t'as rien d'exceptionnellement difficile, tu vois. Et c'est certainement une volonté de leur gars, comme il l'avait fait en 2024 pour attirer Pogacar.
bah là, c'est pour attirer Vingegaard et peut-être Evenepoel, mais Evenepoel, je pense que ça me semble être compromis, pardon. Et Vingegaard, par contre, c'est peut-être plus probable. Ça fait quand même quelques temps qu'il en parle. Il arrête pas de répéter, si je dois gagner qu'une seule course jusqu'à la fin de ma carrière, j'aimerais que ce soit le Giro. Mais le mec, il veut compléter le triptyque. Cette année, il a un parcours qui lui permet d'enchaîner le Giro Tour, parce que le Giro est pas difficile, hein. Utilisons les bons mots, il est pas difficile cette année. T'as 49 000 mètres de D+, comparé aux plus de 52 000 l'année dernière. On est quand même sur 49 000 cette année. C'est pas beaucoup, hein. Le Giro remporté par Poggi, c'était 44 000. Il était encore moins montagneux. Mais là, si tu compares à l'année dernière, tu enlèves plus de 3000 mètres de D+. Ouais. On va dire, t'enlèves une étape de montagne, une étape de moyenne montagne, quoi. Pour une distance à peu près égale. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dénivelé aussi sur ce Giro, sur des endroits qui sont non décisifs et où ça va monter tempo et les mecs vont pas se tuer, en fait. Voilà, un col à 80% de la FCM, c'est pas un col à 100% évidemment, quoi. Non. Et c'est pas le Tour de France. Les mecs vont certainement pas être à bloc du début à la fin. Tu vois. Enfin. Sauf si les UAE ont envie de fatiguer Vingegaard, hein, tu vois. Ça peut être aussi, si Poggi n'y est pas. On est sûr que Pogacar n'y est pas? On est sûr, mais je crois qu'il vise encore les classiques, hein, donc à mon avis, il n'y sera pas. Il vise les classiques, le Tour de France, et il va faire le même programme que l'année dernière, en fait, voilà, tout simplement. De ce que j'ai compris, ça va viser Milan-San Remo, ça va viser Paris-Roubaix, ça va viser les championnats du monde, donc ça fera pas la Vuelta non plus. Je pense qu'on va être sur un programme très très proche de 2025. Pourtant, c'est un mec qui aime bien avoir de la nouveauté dans son programme, Poggi. Ouais, mais je pense que la troisième place de Milan-San Remo et la deuxième place à Roubaix, ça lui reste en travers de la gorge et qu'il va absolument compléter ça au plus vite avant de se concentrer sur la Vuelta, qui est peut-être la victoire la plus simple à aller chercher pour lui. Bizarrement, vu qu'il gagne 3 semaines. D'ailleurs, je sais pas si ça a été annoncé, mais il a été vu ces derniers jours dans la trouée d'Arambert. Oui, mais il va refaire Paris-Roubaix. Mais ça a été annoncé, ça, ou pas? Qu'il était dans le Nord il y a peu de temps, parce qu'il y a un auditeur du podcast, un nordiste, qui m'a remonté qu'il avait croisé dans la trouée d'Arambert. Je sais pas s'il rigolait ou si c'était vrai, parce que j'ai pas non plus complètement fouillé, mais visiblement il était en décembre comme ça, novembre-décembre, ça m'étonnerait très. Non, alors la Visma a fait des reconnaissances. Là, Van Aert et Laporte, ça a déjà. Van Aert qui est un habitué des sous-bois à cette époque, ça m'étonne pas. Pogacar, à mon avis, il est plus proche de Calpe qu'autre chose, tu vois, dans ce moment-là. C'est vrai. Bon, voilà, encore une fois, faut vérifier, je sais pas. Je sais pas, mais moi, de ce que j'en ai compris, c'est qu'il viserait encore un programme relativement proche. Dans ses déclats à lui, hein. De toute façon, il veut Milan-San Remo, il veut le Paris-Roubaix. Et par contre, Vuelta, je crois que c'est quasiment sûr que non, parce que ça colle pas avec les championnats du monde. Enfin, en tout cas, le doublé Tour de France, Vuelta, plus championnat du monde, ça collerait pas pour lui. Même si je pense qu'il en est capable, c'est pas la question. Mais voilà, je pense même lui, il commence à se dire, il faut peut-être pas que j'abuse. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, alors, Vingegaard. Dernière étape à Rome, hein, on n'avait pas dit, mais voilà, classique sprint. Sprint. Là, ils auraient pu mettre un chrono, là, typiquement. Oui, le deuxième chrono, ils auraient pu le mettre là. Ouais, mais ils ont signé un contrat pluriannuel avec la ville de Rome pour des arrivées au sprint. Donc, jusqu'au moins en 2027. D'accord. Au moins jusqu'en 2027. Bon, ok. Donc, ça restera comme ça encore pour au moins 1 an ou 2. Okay. Enfin, du coup, 1 an supplémentaire. Écoute, je pense que tu l'avais compris. Moi, je suis vraiment pas du tout emballé par ce parcours. Je suis même très très déçu. Je suis très très déçu de ce qui a été proposé. Voilà, sur les étapes de montagne qui sont courtes, devraient être longues et vice versa. Faut attendre la 19e pour avoir une vraie étape de montagne. Même si la 14e, pour moi, la 14e c'est un trompe-l'œil. En vrai, c'est un trompe-l'œil. T'as l'impression que ça enchaîne, mais on souffle un peu, quoi. Ouais, Enzo, il y a quand même un point, c'est toute cette remontée de la Bulgarie, enfin de quand on revient au-dessus de la Sicile en Calabre, voilà. Calabre. Ouais, quand tu remontes de la Calabre jusqu'aux Apennins, il me semble quand même que t'as quelques étapes, notamment la première étape en Calabre, où t'as toute une partie front de mer qui est pas très loin de l'arrivée. Alors c'est pas forcément les endroits où il y a le plus de vent. Tout à l'heure je te parlais aussi un petit peu de la côte de la côte Amalfitaine. Il me semble quand même l'étape, on en parlait tout à l'heure là, l'étape de Tirreno Adriatico, là, l'étape le lendemain du Blocos. On est aussi sur une grande partie en front de mer. Donc moi j'ai quand même l'impression, si tu veux, que en fait, alors effectivement au niveau du dénivelé, c'est pas si impressionnant que ça, donc ça veut dire que clairement on
on refait la sauce 2024 à attirer des gros coureurs pour doubler un éventuel Giro Tour de France. Mais moi, j'ai l'impression que cette première semaine, ces 10 premiers jours, en fait, ils vont vraiment bouffer nerveusement. Et puis, on sait que certains coureurs, peut-être des Vingegaard et tout, ça va être aussi une autre gestion. Habituellement, ils sont habitués à lâcher les chevaux en troisième semaine. Donc, du coup, les étapes, finalement, des étapes de plat, parfois, ça peut être nerveusement, ça peut plus te bouffer qu'une étape de montagne où finalement tu vois, t'as un effort à faire, mais la concentration est pas la même. Donc moi j'ai l'impression, si tu veux, que ce Giro il est plus piégeux qu'il n'y paraît, et que autant dans la difficulté, je suis d'accord, c'est complètement gérable avec un enchaînement Tour de France, mais en revanche, est-ce qu'un Vingegaard peut pas se faire bouffer mentalement sur ce Giro, et est-ce que la clé finalement pour les UAE, ça va pas être de lui mettre dans les pattes le meilleur, on va dire le meilleur lieutenant de Tadej ils ont échoué de peu, mais ils ont échoué avec Almeida sur la dernière Vuelta. Je pense que Del Toro peut le taper, hein, en vrai. En vrai, Del Toro Vingegaard, sur un parcours comme ça, il y a match. Moi, je pense que Almeida reste un meilleur coureur de grand tour que Del Toro. Ah ouais, mais là, il va quand même y avoir un hiver, hein. Donc imagine le Del Toro qu'on va récupérer en 2026 va être encore plus fort que le Del Toro de 2025. Là, on extrapole et on imagine. Je suis d'accord, mais je pense que Almeida n'a pas atteint son prime non plus. Ouais, mais t'as beaucoup plus de marge de progression entre 21 et 22 ans qu'entre 26 et 27. Évidemment. Del Toro est encore à un âge où il a une marge de progression qui est abyssale. Enfin, abyssale. Il est déjà très haut. Je suis d'accord avec toi. Dans l'idée, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on sait que les mecs sont professionnels de plus en plus jeunes. Et avant, là où ton prime était à 28, 29, 30 ans, est-ce que ton prime aujourd'hui, il est pas à 24, 25 ? Enfin, plus tard, ce sera pas à 24, 25. Ça, on sait pas, tu vois. Les mecs comme Sexas, le niveau qu'ils ont aujourd'hui, soit on imagine que la progression va être constante et qu'il aura son prime à 30 ans, et alors là, c'est inimaginable le niveau qu'ils vont atteindre, soit ils sont déjà actuellement très proches de leur meilleur niveau. Les mecs comme lui, comme Vidar, comme Albert Philipsen, comme Lorenzo Finn, les mecs sont des pros depuis leurs 15 ans. Littéralement, ils s'entraînent, ils vivent, ils mangent comme des pros. Bien sûr qu'ils ont de la progression. Je dis pas que là, ils sont à leur prime aujourd'hui à 18, 19 ans. Mais est-ce qu'ils seront pas à leur prime beaucoup plus tôt que des mecs avec une progression, je vais dire, classique, en tout cas de ce qu'on appelle classique, entre 28 et 30 ans? On sait pas. Je suis d'accord avec toi, Almeida est Del Toro est encore très jeune, hein. Très jeune. Bien sûr, mais du coup, en fait, ça rentre dans ma réflexion. C'est que Del Toro a été professionnel très vite, très tôt. Almeida, lui, est encore de cette génération où la maturité arrive plus tard. Enfin, tu le vois, chaque année qui passe, il grandit et il s'améliore. Et je pense qu'il est même pas encore à son prime. Si tu me demandes aujourd'hui, 3 décembre 2025, si j'ai plus confiance en Del Toro ou en Almeida pour un grand tour, surtout pour un Giro, Almeida tous les jours. Ah, pas moi. Et j'aime beaucoup Del Toro, mais moi, c'est Almeida tous les jours. Ah non. Avec 40 bandes de chrono en plus, là? Avec 40 bandes de chrono? Même. Si tu t'arrêtes et tu figes la situation au moment où on se parle, au 3 décembre 2025, d'accord, ça s'entend. Mais encore une fois, la progression, et ça rejoint aussi un petit peu ce qu'on disait en début de podcast sur des mecs comme Magnier ou comme Brinhan, c'est généralement ce type de coureurs qui réussissent des grosses saisons, donc qui finissent l'année. Del Toro, la fin de saison, elle était monumentale. Donc c'est des mecs qui arrivent. Alors ok, c'est pas les plus grosses courses du calendrier World Tour, mais c'est des mecs déjà qui terminent la saison avec le sourire jusqu'aux lèvres. Ils ont rempli tous leurs objectifs et même au-delà. Donc ils ont qu'une envie, c'est de réattaquer la saison suivante. Mais c'est des gars, quand ils sortent de l'hiver, on les voit, et d'ailleurs voilà, faire la petite mini apparenté Paris sportif, hein, mais c'est tout le temps là où tu arrives à taper des values, quoi. C'est-à-dire que les gars sont cotés comme l'année d'avant, sauf que il y a eu un travail. Pogacar, hein, c'est l'exemple, hein, c'est un mec qui est arrivé extrêmement jeune, 19 ans, il fait 3e de la Vuelta, et on l'a vu hiver après hiver. On l'a vu passer des paliers et revenir à chaque fois encore plus fort. Donc là, tu vois, tous ces gars-là, tu parlais de progression jusqu'à 30 ans. Moi, je pense qu'ils vont plus avoir des progressions entre 25, 26, 27. Sur Paul Sexas, est-ce que Paul Sexas, ça serait pas un Pogacar inversé? À savoir que Pogacar, lui, on sait qu'il a eu pas une maturité tardive parce qu'il était fort jeune, mais une maturité physique tardive. Hein. Son surnom, c'était le lutin. Quand on prend Pogacar dans les catégories jeunes, il fait plus petit que son âge, et il fait plus petit que les mecs qui ont le même âge que lui, donc il a eu entre guillemets une croissance tardive. Un mec comme Sexas,
c'est une des théories qui est avancée. En vrai, on n'en sait rien, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est que ça, c'est peut-être l'inverse. Il a peut-être déjà, tu vois, eu un peu sa croissance, sa maturation, tu vois, peut-être, je sais pas, tu vois, adolescence un peu jeune. On n'en sait rien, on sait pas du tout, on sait pas. Voilà. Mais Del Toro, ça suit une courbe de progression qui est exponentielle. Et là, pendant l'hiver, il va forcément beaucoup... Alors, je te dis pas qu'Almeida va pas encore prendre quelques pourcentages. Il va prendre des pourcentages. Mais Del Toro va prendre beaucoup plus de pourcentage qu'Almeida. Oui, c'est possible. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Là, on parle quand même d'un grand tour. On parle d'un grand tour. Hein. On n'est pas sur une course d'une semaine. Le Giro, il aurait jamais dû le perdre déjà cette année. Jamais il devait le perdre. Alors, oui, il y a eu des fautes de son côté et du côté de la voiture du directeur sportif. Par contre, je suis persuadé qu'il n'avait pas les jambes pour contrer Carapaz et Yates. Il pouvait pas le faire. Il pouvait pas. Ça a grimpé vite. Hein. Ça a grimpé vite. Il y a des étapes où il a été freiné. Enfin, il avait mieux à faire. Mais alors, déjà, si on veut remonter un petit peu le Giro, le fait de vouloir garder Ayuso comme co-leader, même quand il était très visiblement blessé et qu'il pouvait plus rien faire, et surtout avait pas l'envie d'aider qui que ce soit, ça, c'était complètement con. Déjà de la part de son équipe. Et Yates, ils auraient pu le sortir du jeu très vite, très très vite. Je me souviens plus de l'étape, mais au milieu d'une certaine étape, il y a Yates qui pète, certainement sur une attaque encore de Carapaz ou de Bernal. Et t'as Del Toro qui se retrouve à l'avant, mais Ayuso, lui, par contre, un peu à la traîne. Dans ces moments-là, tu pouvais tellement sortir Yates. Après, en 2025, qui pensait sincèrement que Yates était un vrai danger? Ah mais moi je me rappelle d'un podcast où j'arrive, je crois que j'étais tout seul ce soir-là, et puis j'arrive, bon les gars, je vous le dis, hein, voilà, je sais pas, on est à 10 jours de l'arrivée, bon voilà, je parle de Simon Yates, bon les mecs, il gagnera pas le Giro, hein, tu vois, mais genre je le dis, tu sais, avec la confiance quoi, tu vois, genre le mec, tu vois, là s'il y a quelqu'un qui a envie de me troller, là, allez chercher ce bout-là, mettez-le en avant, là, le coup tordu, là, on fait on ferme pavillon, on met la clé sous la porte, et voilà, on se retrouve dans un autre podcast avec d'autres noms et avec, enfin surtout moi quoi. Non, là oui, effectivement, c'était même lui, hein, j'ai revu une interview de lui aujourd'hui, on voit que ça le fait marrer, hein, je crois que même lui s'y attendait pas du tout, hein. Troisième, il aurait signé d'entrée. Ah oui, après ce jour-là, quand il attaque, si Del Toro va le chercher, parce que au moment où il attaque Del Toro peut aller le chercher sur l'attaque, c'est pas la question. Mais s'il fait ça, il se fait contrer par Carapaz, il retourne chercher Carapaz, et à un moment, enfin, t'as déjà fait du sport, tu sais ce que c'est le fractionné, à un moment tu peux plus. Et lui, il se dit, j'ai 21 ans. Si je roule comme une merde comme ça, j'assure ma deuxième place. Premier grand tour, où je peux faire mon premier podium de grand tour. Est-ce que je préfère faire deuxième ou troisième? Je préfère faire deuxième. Et t'as les gens qui disent, oui, mais il aurait dû essayer de gagner. Non, mais bien sûr, ok, il aurait dû essayer. Mais sauf qu'il faut pas oublier que s'il pète pour de vrai, t'as G qui est derrière. Et G, lui, le putain de diesel, il l'a pas lâché. Et si il se fait vraiment péter le caisson, il peut même faire quatrième de ce Giro. Pas troisième, quatrième. Oui. Et moi, je trouve que beaucoup de gens étaient vachement durs avec un mec de 21 ans. Honnêtement, tu le mets dans une autre équipe QAE, je pense que les gens sont plus sympas avec lui. Ah non, mais moi, le problème, c'était pas lui, hein, c'est les mecs dans la voiture qui ont couru à l'envers. Hein. Là, lui, il a appliqué les consignes. Et même l'étape qui est gagnée par Carapaz, bon, moi, je suis content de me faire rentrer ma cote de l'année à 75 en live betting. Mais en réalité, il avait les jambes pour l'accompagner, quoi. Il a... non, je pense... Ouais, non. Non, mais même l'étape gagnée par Ayuso, il avait les jambes pour la gagner ce jour-là. Del Toro était plus fort qu'Ayuso, du début à la fin. Même avant les chutes, il était plus fort. Il était plus fort. Il était plus fort. C'était peut-être le plus fort sur la course. Je pense que Del Toro était le plus fort sur cette course. Mais que la dernière étape, avec deux mecs très forts qui lui ont mis la pression, il n'avait pas les jambes pour contrer les deux. Il a dû faire un choix. Ah, puis après, tactiquement, à l'inverse, du côté de la Visma, on a vraiment optimisé tout ce qu'il y avait à optimiser. Voilà, le Van Aert devant qui le récupère en haut du talus. Enfin, ça c'est du tableau noir. Ça, c'est du beau vélo, quoi. Ils ont retenté pareil dans le Ventoux avec Victor Kampenhardt. Bon, ça n'a pas fonctionné. Mais ça, c'est du beau vélo. Ça, c'est du tableau noir. C'est des trucs que tu réfléchis des mois à l'avance. C'est le coup du granon. Ça, c'est du très, très beau vélo. Ouais, ça, c'est des coups tactiques qu'on aime voir. Ouais. En vrai, là où je peux rejoindre tout le monde en disant que c'est Del Toro qui a perdu son Giro, c'est au moment de l'attaque de Carapaz, au pied du Finestré. Pourquoi il le suit? C'est la panique complète. T'as une heure d'ascension. Le mec, il attaque le col comme s'il faisait 500 mètres et tu le suis. Tu fais péter toute ton équipe. Tu te retrouves isolé en 1 contre 2.
bah t'as perdu en fait, t'as déjà perdu parce que tu sais que t'as pas les jambes pour contrer les deux. T'as les jambes pour rester avec les deux, mais pas pour contrer les deux. S'il était resté avec son équipe, Carapaz tout seul. Ouais. Et genre tu le récupères dans la vallée après, c'est pas grave. Mais garde ton équipe. Non. Lui, est-ce que dans la voiture on lui a dit il faut que tu y ailles, est-ce que c'est lui qui s'est dit putain faut que je sais pas, tu vois. Il a voulu jouer, il a perdu, il a paniqué, mais ça lui apprendra pour la suite. C'est là que tu vois, à 21 ans, bah, t'es pas encore totalement mature. Et Pogačar a mis très longtemps avant d'être mature, et je sais pas s'il l'est encore. La chance que Pogačar a, c'est qu'il est tellement 3 jambes au-dessus de tout le monde que même quand il fait de la merde, ça se voit pas. Tu vois, faut vraiment que le parcours soit pas assez difficile. Et sinon, ça se voit pas. Del Toro, on n'est pas encore là, même s'il est très fort. Alors du coup, Enzo, pour revenir un peu sur ce Giro, voilà, je veux dire, la non... c'est vrai que quand on y réfléchit avec quand même cette 3e semaine qui est pas si compliquée que ça, on se dit putain quand même avant la 19e étape avec le chrono de 40 bornes, honnêtement un Remco il pourrait se retrouver avec le rose. Enfin voilà, je veux dire, tu fais le grand tour. Quand on parle de 2 minutes, je vois pas trop où Vingegaard irait. Vingegaard Prime irait taper Remco Prime de plus de 2 minutes sur un parcours. La 19e étape. La 16e 19. Oui, la 19e, oui. Et maintenant, admettons, t'as Remco avec le rose. Allez, même 40 secondes d'avance sur Vingegaard ou 30 secondes d'avance avant la 19e étape. Ok, Vingegaard, en logique, il doit le taper sur ce genre d'étape. Mais on sait comment ça se passe. Je veux dire, étape reine d'un grand tour, Remco, il joue sa vie sur un coup comme ça. Tu vois ? Oui, mais le problème, c'est que t'as plus confiance en qui sur la régularité sur 3 semaines, Vingegaard ou Evenepoel? Oui, non, Vingegaard. Sans parler de niveau. Non, bien sûr. Oui, non, évidemment, non, mais ça, on est d'accord. Mais je veux dire, t'es dans la tête de Remco. Bah, tu peux te dire, t'as quand même, sur un parcours comme ça, t'as quand même une possibilité de jouer la gagne sur les 2 dernières étapes. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi dans l'idée. Maintenant, je me mets à la place de Red Bull. Est-ce que tu le payes 8 millions par an pour aller jouer la gagne sur le Giro et faire le pimpin sur le Tour? Bah, justement, si le Giro est pas si compliqué que ça, entre guillemets, est-ce que tu vois, est-ce que le doublé est pas compatible? Moi j'ai vu une interview de Madio il y a pas longtemps qui disait qu'aujourd'hui le doublé était beaucoup plus ils avaient désormais des données, des curseurs qui faisaient que faire le doublé c'était quelque chose qui allait devenir classique. Bon, quand il a dit ça, c'était en début d'année, il parlait de Gaudu. Bon, on a vu. Et maintenant, Evenepoel, 1 an sur 2, c'est craquante ou abandon sur les grands tours. Alors en faire 2 dans la même année, ça veut dire 2 pics de forme très longs pour tenir sur 3 semaines. Moi, j'y crois pas. Alors, en tout cas, pas de ce que j'ai vu. Il a pas cette régularité que peuvent avoir Vingegaard et Pogačar. Sans parler encore une fois de niveau, je parle là juste de régularité. Il a pas ça. Après, il a eu quand même quelques impondérables, préparation hivernale tronquée l'année dernière. Donc, tout le monde a toujours des impondérables. Je veux dire, Pogačar, on a eu Vingegaard, oui, il est quand le deuxième Tour de France avec un putain de motorette. Faut arrêter. L'impondérable, Enzo, quand tu te prends l'hiver, c'est là où tu construis les fondations. Quand tu te prends l'impondérable sur la prépa hivernale, c'est hyper compliqué, quoi. Et ça, je pense que Remco, il a couru après un petit moment, quoi. C'est là la période la plus importante de l'année 2026 pour les coureurs. Elle est là en ce moment, quoi. Là, les Strava se remettent à tourner, les mecs vont partir à Calpe, les stages d'avant-saison. Tu fais ta préparation foncière, tu prends un impondérable, un truc, tu continues de travailler sur ta base que t'as construite pendant l'hiver. Mais l'hiver, tu construis les fondations. Et là, Remco, il a fait une saison justement sans ces fondations-là. Et apparemment, il était bien couché quand même. Donc, moi, en tout cas, je suis quand même pressé de voir Remco à la Bora avec un hiver entier. Ça peut, tu vois, même si... Ouais. Après, j'ai vu, le premier truc qu'il a fait, c'est partir aux États-Unis pour aller dans le tunnel pour travailler le chrono. Parce que c'est vraiment ça qu'il a besoin de travailler. Alors... Non, mais... Je sais pas, mais... Ok, travailler ses forces pour les améliorer, c'est ok. Mais du coup, au lieu de prendre 2 minutes sur le chrono, il prendra 2 minutes 10, quoi. Je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il le fait aussi à une période, et là, moi, je trouve ça plutôt positif de sa part. Il le fait aussi sur une période où, en gros, c'est un moment un peu où les coureurs sont en vacances. Ils bouffent pas, si tu veux, sur un moment où ils devraient être en préparation foncière ou en stage pour dire, tiens, je vais aller faire des essais techniques. Il prend sur une période de, entre guillemets, de vacances pour aller tester des choses un peu techniques. Donc, je trouve qu'encore plus, je trouve ça
hyper professionnel, c'est-à-dire que ce temps entre guillemets de repos, il le consacre à des essais techniques. C'est aussi, alors, je vais prendre un sale exemple, hein, mais voilà, une époque qu'on déteste, et je mets pas du tout ces gars-là en mode référence, mais c'était aussi un peu ce qui faisait la différence entre Armstrong et Ulrich, parce que bon, voilà, on en avait parlé avec Eric Boyer, si vous mettez un gros protocole de dopage et que vous mettez le bon entraînement qui va avec, bon bah là voilà, bon bah Armstrong il mettait les deux, mais pendant qu'Ulrich était en train de bouffer de la tartiflette, lui Armstrong c'est aussi il travaillait aussi tous ces aspects-là. Encore une fois, je le dis pour tout le monde, voilà, on va être cru, je chie sur Armstrong. Voilà, voilà, lui Brunel, voilà, ce sont des sales types, et j'ai aucune empathie pour ces mecs-là. Mais voilà, moi, il le ferait un peu plus tard dans l'année, dans la saison, là, pendant la période hivernale, je serais d'accord avec toi. Le moment où il l'a choisi, bah, tu vois, s'il peut encore aller gratter des trucs, pourquoi pas, quoi. Ah, c'est sûr. Après, moi, j'ai retenu un truc de son voyage aux États-Unis pour tester le matos dans le tunnel, c'est qu'il a emmené Pellizzari avec lui. Et Pellizzari, Pellizzari est le premier Red Bull annoncé sur ce Giro, ouais. Ouais, c'est lui qui l'a dit. Il a dit qu'il allait le faire. Honnêtement, c'est minimum co-leader. Hein. Alors ça, c'est la discussion que j'avais avec Benoît Tréanton. Justement, ouais, c'est minimum co-leader. Mais alors, comment ça... Alors, après, je suis d'accord avec toi, hein, tu vois, je suis but sur Remco sur le Giro, mais il y a 95% de chances que Remco soit leader sur le Tour de France et que la Red Bull lui file 8 millions pour ça. Voilà, je cherche la petite bête, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Enzo. Maintenant, t'as 4 leaders du côté de la Red Bull. Tu vois, moi je me dis que finalement ce Giro pour Tonton il est pas mal. Hein. Non, mais pour moi c'est Roglic et Pellizzari hein, qui vont. D'accord. Ah oui. Et Roglic va doubler avec la Vuelta. On est d'accord. Alors après la seule interrogation c'est que je crois que Lipovic n'était pas très très content que Remco arrive à la Red Bull. C'est un peu la gueule. Mais Lipovic va fermer sa gueule et puis il fera le tour en tant que co-leader avec Remco et puis c'est tout quoi. Et puis surtout les deux, t'as les deux derniers troisièmes du Tour de France. Voilà. Alors effectivement, oui, Remco a une Volta au palmarès, mais c'était il y a 3 ans, donc ça fera 4 en 2026. Je vois pas en quoi Lipovic devrait se muer en équipier. Pour moi, les deux sont au même niveau, en tout cas en termes de hiérarchie sur le Tour de France. Oui, bien sûr. Ce sera un système de co-leader, comme il y en a dans beaucoup d'équipes. Et si les deux sont à un très bon niveau, ça peut être très bénéfique pour l'équipe. Après, c'est toujours pareil, hein, les guerres d'ego... tu regardes avec Lipovic et Roglic, ça a attaqué un peu à droite à gauche. S'il y en a un qui arrivait à tenir, tant mieux pour lui. Ça courait pas l'un pour l'autre. Ça courait pas vraiment l'un contre l'autre non plus. Et chacun faisait sa course un petit peu, quoi. Hein. Ah oui. Ce sera pareil. Ouais. Et ce sera pareil là. Hein. Ce sera pareil. À moins qu'il y en ait un qui pète vraiment. Je pense que c'est pas la même chose. Sur le Giro, Red Bull, après, c'est des problèmes de riches qu'ils ont. Mais pour moi, le socle Giro, c'est Pellizzari, enfin Roglic, Pellizzari. Et honnêtement, à un niveau équivalent, hein, en termes de leadership. Et puis, niveau équivalent. Et puis après, Pacivila, donc qui gère le pôle sportif du côté de la Red Bull, c'est aussi quelqu'un qui est réputé pour faire travailler les coureurs en priorité sur leurs points faibles. Donc là, il est parti faire un test dans le tunnel, mais je pense que le gros du travail pour Remco, ils vont l'orienter montagne, évidemment, quoi. Bah oui, il a tellement d'avance sur... Même s'il travaillait pas le chrono de toute l'année, je pense qu'il serait quand même champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? Regarde Pacivila, le travail qu'il a fait avec Pellizzari. Hein. Tu vois, Pellizzari, quand il arrive, les problèmes c'est quoi? C'est le chrono et les descentes. Regarde les progrès qu'il a fait. Tu vois, mais putain, j'ai sur le Giro, une étape où Carapaz attaque en plein milieu, qui fait la descente et qui a un trou, et Pellizzari rentre dans la descente. Il rentre sur Carapaz dans la descente. T'as l'impression que c'est un autre coureur qui a 2 ans. Mais ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, avant, je me cherchais dans le groupe de poursuivants. Je sais plus par le con il a pété, tu vois. Et là, je le vois. Il a dû attendre le groupe Carapaz. Genre, il les a dépassés et il était tout seul dans la plaine. Il les a attendus. Mais c'est quoi ce bordel? Mais quand on parlait tout à l'heure des coureurs qui vont encore prendre des steps pendant l'hiver, Pellizzari, faudra voir la start list. Hein. Pellizzari top 3 sur le Giro, c'est pas délirant du tout, quoi. C'est vraiment pas délirant, quoi. Faut voir la start list. Mais dans l'idée, je suis d'accord. Mais faut voir la start list. Si t'as du Almeida, t'as du Vingegaard, automatiquement, tout de suite, ça devient compliqué, il reste une place. Ouais, mais même Almeida, hein, tu vois, encore une fois, hein, avec ces pourcentages qu'il va prendre, ça peut jouer, quoi. J'aime beaucoup Pellizzari, mais je pense que je vais rester un petit peu objectif. Là, j'ai l'impression que les rapports sont inversés entre toi et moi par rapport au mois d'août, où moi je minimisais un petit peu plus Almeida. Genre,
là, je pense que c'est toi qui le sous-estime un petit peu quand même. Non, mais ouais, encore une fois, j'essaye. Voilà, on essaye de, voilà, ce que je dis pour ceux qui nous écoutent un peu pour la première fois, ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu de se projeter dans le coup tordu. Encore une fois, moi, j'essaye de me projeter. Encore une fois, les coureurs, ce que j'aime bien voir, si tu veux analyser, c'est les coureurs qui sont jeunes, vraiment, quand ils sortent de l'hiver, c'est pas les mêmes. Et et surtout sur cet âge entre 19 et 22, 23, 24 ans, même aujourd'hui, c'est vraiment à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de cap, des fois entre 20, 21 ou entre 21, 22, où vraiment c'est là où tu prends tes plus gros, allez, je dis une connerie, mais tu vas prendre 10-15%, puis après tous les ans tu vas prendre 1%, 2%, 3%, tu vas continuer un petit peu à progresser, mais vraiment les gros steps, ils se font entre quasiment l'année néo-pro et l'année d'après, ou entre la deuxième et la troisième année, ou la première et la deuxième année. Bon, Pellizzari, il y avait eu les années Bardiani, bien évidemment, c'est désormais très très loin d'être un néo-pro, mais il est arrivé dans la nouvelle structure, donc à la Bora l'année dernière, donc on peut dire que c'était un peu une nouvelle carrière pour lui, nouvelle structure, nouveau matos, surtout nouvelle cellule sportive, et c'est des mecs, tu vois, quand tu vois déjà les progrès qu'il a fait l'hiver dernier, et moi je pense qu'il peut encore refaire les mêmes progrès cette année. C'est des mecs, tu vois, Del Toro, Pellizzari, dans un autre registre, Brinan, Magnier, tu vois, c'est un peu les 4 mecs qui, pour moi, tu vois, ont l'âge d'avoir des progression exponentielle, et ils vont arriver en 2026 et ils vont briser du derge, quoi. Est-ce que c'est possible? Moi, celui que j'attends pour 2026 et 2027, c'est Piganzoli à la Visma. Ah. Tu sais que ça fait 4 ans que je te dis, il est meilleur que Pellizzari, Là, il n'y aura pas d'excuse, il va se retrouver dans la deuxième meilleure équipe au monde. S'il n'y a pas le même step-up, je dis ok, je me suis trompé. Il n'était pas meilleur que Pellizzari. On verra tout ça, mais c'est vrai que Visma, il était plus complet. Chez les jeunes, il était plus complet. Il était bon. Mais on en reparlera évidemment dans la grande preview du mercato, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de transferts, on va dire assez atypiques du côté de la Visma, même si Piganzoli n'est pas un transfert atypique, hein, pas du tout, hein, c'est complètement cohérent, mais voilà, il y a quand même des gars dont on vous a un petit peu parlé, des Pipo Fiorelli, des Anton Schiffer, enfin voilà, ils ont vraiment misé sur des potentiels, et voilà, tout ça sera aussi vraiment intéressant de voir comment ils vont travailler ces mecs-là et comment ils vont. Intéressant d'ailleurs le podcast Dans la tête, tu l'as écouté ou pas, Dans la tête d'un cycliste avec Christophe Laporte? Non, dernièrement, j'ai pas trop le temps d'écouter, de lire des trucs. Avec les 2 enfants. Alors les deux premiers tiers du podcast, pas, je vous le dis, hein, voilà, c'est pas Dans la tête d'un cycliste, c'est pas le podcast que je préfère. Pourtant ils ont des gros moyens, ils ont des très 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 gros moyens que les autres n'ont pas. Mais voilà, bon, c'est pas, voilà, c'est juste mes goûts à moi. Mais voilà, c'est pas forcément les questions que moi je poserais. Par contre, le dernier tiers, voilà, quand il raconte toute sa période entre Cofidis et Visma, par contre, dernier tiers vraiment super intéressant, vraiment bien. Et bon, bah voilà, hein, il explique un petit peu les différences de travail et comment ça amène à la progression. Donc voilà, on apprend des petits trucs. Il se livre un petit peu plus aussi sur cette dernière partie d'interview. Donc voilà, s'il y a une partie à prendre sur cette interview là, c'est ça. Voilà mon bon Enzo. Bah écoute, je crois qu'on s'est fait un bon petit tour, hein. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal. Ouais, en même temps. Ouais, je crois qu'on 1h30, 1h40. Ouais, je crois qu'on est très bien. On est très bien. Et bon, des petites choses en ce moment sur ton site? Non, là, j'attends la reprise. C'est quoi, ça doit être Tour Down Under, fin janvier? Ça va arriver vite, ouais, le 20-21 janvier. D'accord. Ouais, rien avant, de toute façon. Il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit. Oui. Non, pour moi, en tout cas. Oui, t'as totalement raison, Enzo. Rapidement, alors j'avais promis que j'offrirais la carte de Luca De Rossi sur Side Limit quand on l'avait reçu dans le podcast. Side Limit est en travaux actuellement, donc n'ayez pas peur si vous allez sur Side Limit et que vous ne voyez, si vous allez voir que le truc est en travaux. Valentin est en train de refaire le site en ce moment, donc voilà, on va attendre, tu vois, je vais vous offrir des cartes, mais si je peux pas vous les faire envoyer, ça ne sert à rien. Donc voilà, on va attendre que Side Limit soit revenu avec un site mis à jour, et puis bah voilà, chose promise, chose due, je vous ferai un tirage au sort avec la carte de Luca De Rossi. Je vais pas vous donner le code de parrainage pour aller sur Side Limit, le coup tordu 0, parce que de toute façon, voilà, si vous nous écoutez, on enregistre le 3 décembre, donc si vous écoutez ce podcast, on va dire, allez, jusqu'au, je sais pas quand est-ce que le site réouvre, mais en tout cas début décembre 2025, vous pourrez pas aller sur Side Limit, faudra attendre un petit peu. Donc voilà, je vous donnerai les infos dès que tout se réouvre. Et puis voilà, donc grosse surprise pour la 400e du coup tordu qui sera enregistrée ce
8 décembre. Je ne sais pas si l'épisode sera disponible immédiatement parce qu'il y aura peut-être un petit peu plus de travail que d'habitude. Donc voilà, je sais pas si on l'aura dans la journée ou le lendemain ou le surlendemain. Je sais pas du tout. Mais enfin voilà, quoi qu'il en soit, vous allez avoir très très vite de nouveaux coups tordus. Et Enzo, on te retrouve très rapidement également, le plus vite possible. Écoute, avec plaisir. Très très bien. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner au compte X, au compte Twitter d'Enzo Analyste Phoenix. Et puis le coup tordu sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify pour nous écouter, sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram pour nous suivre. Et sur X également, sur Twitter, le coup tordu. Merci les amis. Ciao ciao. Ciao Enzo. Salut tout le monde, salut Vincent.